Biya nous dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Bello Bouba Maïgari, Issa Tiroma, prenez vos responsabilités. C'est incroyable. C'est incroyable. Le corps électoral sera convoqué dans quelques jours. Et une fois que le corps électoral est convoqué, nous pouvons lancer les hostilités. Le peuple sera souverain. Accompagnons ce peuple, encadrons-le, responsabilisons-le, afin qu'il prenne ce qui lui revient de droit. On ne peut pas souffrir autant pendant 43 ans, alors que nous sommes un pays riche. Riche, un pays que Dieu a doté de toutes les richesses. Chers combattants, chers Amazon, l'heure est venue de redoubler d'efforts. Jetons notre dernière énergie dans la dernière bataille. Et chassons ces mécréants. Regardez dans quelles conditions les femmes à l'extrême nord vont chercher de l'eau. Regardez ça. Ça c'est l'eau dans un puits à l'extrême nord. Ça c'est l'eau. Regardez où des mamans vont chercher de l'eau. Regardez ça. Regardez où des mamans vont chercher de l'eau. Avec leurs enfants. Pendant ce temps, ces élites s'engraissent à Yaoundé, chantent les louanges de l'oppresseur, deviennent des griots, disent aux Camerounais que c'est lui la meilleure solution. Regardez, ils n'ont pas pitié de leur propre population. Regardez ça. Regardez ça. Lorsque ces élites viennent vous dire que Paul Biya a encore 50 ans de lui, regardez ça. Et ce sont ces populations-là qui donnent leur voix à ces députés. Ce sont ces populations qui donnent leur voix à Kaba Yege Djibril, qui est assis au Sénat depuis au moins 35 ans. Ça, c'est dans sa région. Ça, c'est dans sa région. Et ils vont vous dire qu'encore 50 ans de ça, encore 50 ans de ça, je ne peux même pas montrer ça sur TikTok. Il s'agit d'une école primaire qui a été construite avec des matériaux locaux par les populations locales. Pourquoi l'école est construite par les populations? Parce que l'État les a abandonnés. Et ça, c'est partout dans le Grand Nord. Partout. L'État les a abandonnés. Les parents et les enfants sont obligés de construire les écoles eux-mêmes. Conséquence, une de ces écoles s'est écroulée sur des enfants de 5 ans, de 6 ans, des bébés. Pendant ce temps, Paul Biya nous dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pendant ce temps, Kaba Yege Djibril est assis à l'Assemblée nationale depuis 35 ans. Pendant ce temps, Manaouda Malaché vous dit que tout va bien. Pendant ce temps, vous avez des directeurs de société, les Djibril, comment il s'appelle, l'autre, le directeur, celui qui était directeur de la CCC, ainsi de suite. Ils sont remplis là, les élites du Nord, qui ont quitté leur contrée parce que ça ne leur plaît plus de voir cela. Lorsqu'ils viennent, ils sont accompagnés par leur cortège, ils s'en vont rester dans leur maison, entourés de leurs gardes, ils ne voient pas la misère du peuple, la misère qu'ils infligent, la pauvreté qu'ils infligent, le désespoir qu'ils infligent à leur propre peuple, qui leur donne le plébiscite pour aller s'asseoir, le mandat pour aller s'asseoir à Yaoundé. C'est avec ça que quelqu'un nous disait que tout ce que Paul Biya fait est bon. C'est avec ça que quelqu'un nous disait que même quand Paul Biya dort, il travaille. C'est avec ça qu'on nous dit qu'il faut encore 35 ans de Paul Biya, qu'il faut encore 50 ans de Biya, qu'après Biya c'est Biya. 43 ans, la première fille du renouveau, les enfants meurent écrasés sous le poids des salles de classe construites à la main par eux-mêmes et leurs parents. Et lorsque les élus locaux osent demander à Ketia Koutès quand est-ce que le pont sera livré, voilà ce qu'elle répond aux populations locales. Ketia Koutès est partie sortir les gros yeux au peuple de l'extrême nord, soit disant qu'elle-même elle est née à l'extrême nord. Regardez comment Ketia Koutès répond aux populations qui demandent simplement les infrastructures auxquelles elles ont droit en tant que bétail électoral du RDPC. En tant que ceux-là qui donnent la victoire au RDPC. En tant que la région où le RDPC gagne avec des scores soviétiques. Écoutez ce que Ketia Koutès répond aux populations qui les maintiennent au pouvoir depuis 43 ans. Si le maire n'a pas de dialogue avec les populations, c'est qu'il n'y a pas de mairie. Hein. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Regardez les yeux. Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes.
Koutès demande aux maires de demander aux populations d'être reconnaissants. Reconnaissants de quoi? D'un pont qui est tombé en 2021. 1,4 milliard de francs ont été donnés. Le pont, nous sommes en 2025, n'est toujours pas fait. Et Ketia Koutès va sortir les gros yeux aux populations de l'extrême nord pour leur demander d'être reconnaissants. Nous allons donc voir ce que Ketia Koutès dit. Que les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté de Paul Biya. Ketia Koutès, tu es né à l'extrême nord, tu t'en vantes. Et tu dis que les populations doivent être reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté de Paul Biya. Regardons ce pourquoi les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes. D'accord? Regardons ce pourquoi les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes. Nous sommes à l'extrême nord, toujours. Regardez la route. Ça, c'est la route. Ketia Koutès dit que les populations doivent être reconnaissantes de ça. C'est ça. Les populations doivent être reconnaissantes de ça. Voilà la route. Voilà la route. Elle demande aux populations d'être reconnaissantes de cette route. Voilà ça. Ketia Koutès demande aux populations d'être reconnaissantes de ça. Les populations de l'extrême nord, alors qu'il y a le goudron dans certaines routes du Cameroun, dans certaines routes du sud, doivent applaudir et remercier Paul Biya pour la poussière qu'elles avalent tous les jours sur ces routes-là. Et ça, c'est en saison sèche. L'extrême nord, où vous voyez les gens mourir pour de l'eau, pour de l'éducation. Mais c'est là-bas qu'il y a le plus inscrit au Cameroun. Plus d'1 million d'inscrits, plus que Douala. Allez comprendre pourquoi. Et comme par hasard, c'est aussi là-bas que le RDPC obtient des scores soviétiques. Pendant ce temps, ce même peuple qui est censé donner des scores soviétiques à Paul Biya est celui qui croupit sous la misère la plus abjecte, la plus nauséabonde. Incompréhensible. Complètement incompréhensible. Vraiment, bipez-moi ces gars du Nord qui font les lives et j'aimerais qu'ils... Parce qu'ils le vivent dans leur chair. Ils le vivent dans leur sang. Nous aimerions que ces gars du Nord commencent à parler à leur population dans les langages qu'ils comprennent. Dans les langues qu'ils comprennent pour leur dire que vraiment si le RDPC ose encore déclarer qu'il a gagné une élection, alors ce sera le Nord qui va s'occuper d'eux. Parce que pendant 43 ans, le RDPC est monté sur le dos du Nord. Le RDPC a marché sur les populations du Nord pour se maintenir au pouvoir. On nous parle du Sud. Le Sud n'a même pas le 1/5 de la population de Douala. Non. La fraude est basée sur le Nord, le Grand Nord. Pendant que l'élite s'engraisse avec la classe dirigeante à Yaoundé et qu'ils vous disent que c'est ce même peuple en agonie qui donne la victoire à Paul Biya au point où le Grand Nord est appelé la première fille du renouveau. Le gouvernement de Paul Biya sait qu'il y aura inondation, mais ne fait rien, non seulement pour réparer les ponts. Ils disent qu'ils ont débloqué 1,4 milliard pour le pont de Pala, qui n'a jamais été refait. Je vous montre l'état de ce pont aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2021, regardons ce que ce pont est devenu. Avec 1,4 milliard qui ont disparu. 1,4 milliard. Ketia Koutès était allé faire la pose de la première pierre en 2024. Le pont n'a jamais été refait. Et 1,4 milliard ont disparu. 1,4 milliard ont été distraits. Et vous voulez que ces peuples-là votent le RDPC. Regardez ce que ce pont est au jour où je vous parle. Regardez ce que ce pont est au jour d'aujourd'hui. Voilà le pont là. Hein. Voici le pont là. Pendant 43 ans, vous avez pris l'argent du gouvernement central, encore que. Et ce gouvernement central qui est au courant pourtant de tout ce qui se passe. Mais laisse faire parce que c'est le vivrier électoral. C'est là où toute la fraude électorale s'effectue, à l'extrême nord. Et comme par hasard, c'est la zone la plus enclavée, c'est la zone la plus désœuvrée, c'est la zone la plus pauvre, c'est la zone la plus... Tout ce qu'il y a de mauvais au Cameroun, tout ce que vous pouvez imaginer, les inondations, les guerres communautaires, les Boko Haram, ainsi de suite, tout ça frappe l'extrême nord. Et on vous dit que ces peuples-là votent Paul Biya à 100%. On vous dit que ces peuples-là votent Paul Biya à 100%. Depuis 43 ans. Et M. Manaouda Malaché, qui est originaire justement, le ministre de la Santé, originaire de ces régions, vient nous dire qu'il y a des hôpitaux de référence mondiale dans notre pays. Que M. Manaouda Malaché, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque le régime de M. Paul Biya nomme un ressortissant du Nord, ces populations-là applaudissent et disent que Paul Biya leur a fait cadeau. Et ce que ces élites font, c'est d'aller justement distribuer des billets de 2000 une fois ou deux fois par an à ces populations. Mais pour le reste des 7 ans, voilà ce que les populations vivent.
Monsieur Manaouda Malaché, ministre de la Santé, dites-moi si vous seriez content que votre soeur, votre cousine, aille donner naissance sur un lit de bambou infecté de sang de plusieurs autres femmes avant elle. Mais c'est ce que vous faites subir à vos populations du nord, de l'extrême nord de la Damawa. Mais vous leur faites subir cela. Et vous avez pensé que pendant 50 ans, ces populations ont trouvé ça normal et qu'elles vont continuer de vivre dans ces conditions sans un jour se rebeller, sans un jour rechigner, sans un jour dire que nous aussi nous avons droit à des conditions meilleures. Vous avez vraiment pensé cela? Franchement, si avec la levée des deux leaders actuellement du Nord et des deux du Nord, Bello Bouba et Issa Chiroma, nous sommes encore dans le Nord. Si Paul Biya annonce encore, si le RDPC annonce encore une seule fois qu'ils ont gagné les élections et qu'ils ont gagné avec votre vote, population du Nord, si vous laissez ça, mieux, ça dit que vous vous taisez à jamais. Mieux, on ne nous montre plus vos souffrances. Parce que les peuples du Nord sont les plus paupérisés. Je dis bien paupérisés. Paupérisés. Nous disons que toute prise de conscience est à saluer dans l'état actuel des choses. Parce que le Cameroun est à 2 doigts de l'implosion. Implosion économique, implosion sociale, implosion politique. Nous sommes à 2 doigts d'une implosion. Et si ces deux hommes ont répondu à l'appel de leur base, si ces deux hommes reconnaissent qu'ils se sont trompés, surtout si ces deux hommes font enfin ce mouvement parce qu'ils se rendent compte que M. Paul Biya n'est plus aux commandes. Parce qu'en gros, c'est ce qui ressort du discours de M. Issa Chiroma Bakari. Il en ressort que Paul Biya n'est plus aux commandes. Et c'est d'ailleurs le constat que nous avions fait depuis très longtemps. C'est le constat que nous avions fait lorsque M. Paul Biya avait disparu à Genève pendant 40 jours. Lorsque M. Paul Biya est incapable de tenir un conseil des ministres depuis plus de 11 ans. Lorsque M. Paul Biya a des postes ministériels vacants depuis plus de 4 ans. 4 postes ministériels vacants. Lorsque un ministre est nommé par intérim à travers un communiqué du secrétaire général à la présidence. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute que Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Pire encore, le RDPC est incapable de tenir un congrès afin d'investir un candidat. Quid des agitations de M. Ferdinand Gongo qui semble vouloir sauver les meubles et donner l'impression d'un semblant d'organisation. Alors que nous savons tous, et même d'ailleurs à travers les voices de Mme Awa, qui est le clan qui dirige le gouvernement, que notre pays est dirigé comme une épicerie, où il faut être ami de Mme Chantal Biya ou de sa mère pour avoir un poste, où il y a des droits de cuissage, ainsi de suite. Nous savons que notre pays est en pleine dérive. Alors, au vu de tout cela, nous saluons donc la prise de conscience de ces deux hommes d'État des régions du Nord. Et nous leur disons que tant qu'ils respectent la volonté des peuples qui les ont mandatés, tant qu'ils mettent en avant l'intérêt des peuples qui les ont mandatés, ces peuples, comme nous l'avons vu, et comme ils le savent eux-mêmes, parce qu'ils sont de ces régions, parce qu'ils traversent ces régions, parce qu'ils entendent ce qui se passe, même s'ils refusent de voir, ils savent que le Nord, l'extrême Nord et la Damawa sont les régions les plus abandonnées de notre État. Alors, nous disons, nous accueillons avec beaucoup de bienséance leur nouvelle position. Toute force qui concourt au changement dans notre pays est la bienvenue. Le plus important étant de se débarrasser du régime RDPC de Paul Biya. Le plus important étant de balayer cet appareil qui étrangle notre peuple depuis 43 ans. Cette machine de fraude, de vol, de répression qui a son genou sur le cou de notre peuple depuis 43 ans. Nous leur disons, tant qu'ils œuvrent pour le bien-être des populations de notre pays, tant qu'ils œuvrent pour apporter un changement, le changement auquel aspirent aujourd'hui les peuples du Nord, alors ils seront les bienvenus dans l'équipe du changement. Paul Biya et sa bande en ont pris, se sont accaparés des richesses
et sont en train de les exploiter de façon éhontée aux grandes dames des populations, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont abandonnées à elles-mêmes, sans rien, sans eau, sans électricité, sans route, sans hôpitaux, sans internet, sans rien du tout. Sans rien du tout. Et ce depuis 43 ans. Nous disons, trop c'est trop. Il nous reste 3 mois avant l'élection. Les gars, il nous reste 3 mois avant l'élection. Et je dis, découpez cette partie, partagez-la dans tous les forats. Nous avons lutté corps et âme pendant 7 ans. Ce n'est pas à 3 mois de l'élection que nous allons baisser les bras. L'heure est arrivée pour nous de redoubler d'efforts, de sensibiliser toute nos populations, de dire aux Camerounais que si le RDPC essaye un coup d'État, triche les élections, élimine une candidature, que le peuple prenne ses responsabilités. Et nous en appelons aux leaders politiques du septentrion de se ranger enfin du côté du peuple meurtri. Et tous ensemble, chassons ces mécréants en octobre. L'élite du Nord, qui formait le plus gros de l'appareil gouvernant lorsque le président Ahidjo était au pouvoir, constate donc que le Cameroun, qui était un pays prospère, qui était un pays qui était le fleuron de l'Afrique, un pays qui était en voie de développement, un pays qui était à la pointe de l'économie, de la technologie, de l'industrie en Afrique, un pays qui était estimé comme étant le panier vivrier de l'Afrique centrale. Moins de 2 ans après la prise de pouvoir de Paul Biya, l'élite du Nord, donc, puisqu'il s'agit d'elle, constate que le pays va en reculant, constate que le pays est en train de tomber en ruine. Alors, ils essayent de reprendre le pouvoir à travers un coup d'État le 4 avril 1984. Malheureusement, ce coup d'État, qui était presque réussi, échoue parce que le groupe de putschistes n'avait pas le contrôle de la communication. Nous connaissons tous l'histoire du coup d'État manqué de 1984. Ce qui s'en est suivi est que le président actuel de facto, Paul Biya, qui à l'époque venait juste de prendre le pouvoir, s'est livré à une razzia, à une vengeance qui n'avait pas de nom. Il s'est ainsi saisi de toute l'élite politico-militaire du Grand Nord qui, d'après lui, était impliquée dans cette tentative de putsch. Les a mis en prison et la suite, on la connaît. Nous savons que dès lors, le Nord, le Grand Nord a été la partie la plus délaissée, la plus oubliée de notre nation. Bien sûr, on considérera aussi les parties oubliées telles que l'Est, le Sud, ainsi de suite. Mais le Nord, le Grand Nord a été sévèrement puni. Sévèrement puni, d'autant plus que nous savons aujourd'hui que le Grand Nord, justement, est le vivrier électoral du RDPC de M. Paul Biya. Nous savons aujourd'hui que M. Paul Biya utilise essentiellement le Grand Nord comme son bétail électoral qu'il a maintenu au pouvoir. Après chaque mandat, depuis 1982, nous sommes aujourd'hui à 43 ans de règne. Donc, pendant 43 ans de règne, M. Paul Biya et le RDPC ont surnommé le septentrion de notre pays comme la première fille du renouveau. Première fille qui a été abandonnée, délaissée, qui souffre de tous les maux. Aujourd'hui, ce soir, lors de ce live, nous allons examiner tous les maux dont souffrent ces peuples, justement, du Grand Nord, qui, d'après le RDPC, lui ont toujours donné le plus grand plébiscite, des votes au score égalant les scores soviétiques, où M. Paul Biya s'arroge des scores de 100%. Nous allons donc voir les réalités qui sont celles de ces peuples, que M. Paul Biya dit être content du renouveau, que M. Paul Biya dit lui donne toujours un plébiscite à nul autre pareil. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la réalité sociale, quelle est la réalité politique, quelle est la réalité économique de ces peuples-là. Ensuite, nous allons donc analyser les sorties des ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari du gouvernement. Qu'est-ce qui a motivé ces sorties et ces désolidarisation de l'appareil étatique? Mais surtout, devons-nous croire en ces deux ex-ministres qui, pendant plus de 30 ans, justement, se sont tenus côte à côte, main dans la main, avec, justement, M. Paul Biya et le RDPC, qui sont les premiers responsables de la misère, de la paupérisation de leur peuple. De ceux-là même qui leur donnent leur confiance, leur voix, pour porter leurs malheurs, leurs problèmes au plus haut sommet de l'État. Nous allons donc analyser tout cela, et ensuite, nous allons donner la tenue à la conduite à tenir tout au long de ces 3 mois, oui, parce qu'il ne nous reste plus que 3 mois avant l'élection présidentielle au Cameroun. Et à partir de là, nous espérons que les uns et les autres seront éclairés sur la situation politique au Cameroun en ce moment. Bonjour, profitons du massacre entre Arabeshoa et Mosgoum pour questionner la responsabilité de ceux qui profitent des populations du Grand Nord pour se retrouver sur la table royale. Il serait même plus judicieux de parler de la culpabilité de ces profiteurs que sont les élites dans la vulnérabilité de cette partie du Cameroun. Des élites qui se sont constituées en régiment du tout va bien pour cacher la misère de cette zone. Elles ont sacrifié les populations locales moyennant des privilèges
privilèges personnels. La population a été érigée en monnaie d'échange politique. Elle n'a de considération que lorsqu'elle sert de bétail électoral qu'on vient vendre à Yaoundé contre des nominations, des facilités économiques et autres contreparties de l'État jouisseur. Entre-temps, tout est cyclique dans cette zone. Lorsqu'on n'a pas affaire aux coupeurs de route, on a affaire aux preneurs d'otages ou aux voleurs de bétail. Et c'est comme ça depuis des années. Lorsque ce n'est pas le choléra, c'est la dégradation climatique ou des inondations. Tout revient dans cette zone chaque temps. Preuve que rien n'est fait pour prévenir, rien n'est fait pour guérir. Le comble, c'est le régiment du tout va bien. Régiment d'opportunistes qui profitent de la misère pour fructifier leur commerce politique personnel avec Yaoundé. Entre griotisme, surenchère politique, marchandage et violence physique, tout le monde y va de sa sensibilité, pourvu qu'on ait une place autour de la table du lion. Même les plus récalcitrants ont compris qu'il faut abandonner et instrumentaliser les populations misérables pour obtenir une partie du gâteau. Depuis le départ du président Aïdjo, la région du Grand Nord est orpheline. Les derniers grands espoirs ont été désossés. Ils sont aujourd'hui méconnaissables. Le très grand aïdjoïste Belobouba Maïkari a été retourné comme une crêpe. Daïkole Daïsala ne se sent plus concerné par les problèmes du Grand Nord. Issa Chiroma Bakari est passé sans transition de profondeur à choriste. Amadou Mustafa marche désormais sur la pointe des pieds, dos courbé à chaque fois qu'on évoque la misère des populations de sa région. Le mémorandum du Grand Nord de 2002 a été vite froissé après l'atteinte du véritable objectif qui était le retour sur la table royale. L'enthousiasme angélique et messianique de la fille du président Aïdjo, Aminatou Aïdjo, se conjugue aujourd'hui à l'imparfait. On dirait qu'elle s'est laissée essorer en 2013 pour des cacahuètes. Les derniers Mohicans ont été conquis. Les derniers justiciers ont croqué leur épée contre les postes juteux. La zone est orpheline en attendant l'éclosion de la nouvelle classe revendicatrice portée par les Mamadou Mouta. Prenons le cas de l'extrême nord avec le département du très honorable. Dans ce département, presque toutes les localités sont reliées par des pistes caillouteuses qui esquivent les arbustes. L'arrondissement de Kolofata, localité natale de quelqu'un qui a été longtemps vice-premier ministre et ministre quasi éternel, cet arrondissement est dans le noir depuis des années. Mora, ville de M. Kalbamala, n'a aucun embranchement butineux. Aussi, du haut de son perchoir, le très honorable n'a jamais pensé à la reconstruction de la zone après le désastre de Boko Haram. Il a fallu la crise anglophone pour insérer finalement la reconstruction dans l'agenda du gouvernement. Or, la non-reconstruction amplifie les causes de l'enrôlement des milliers de jeunes dans Boko Haram, notamment l'analphabétisme, la misère et le phénomène des tueurs de temps du professeur Souaï Bouissa. À Yaoundé, le régiment du tout va bien dit que tout va bien. Résultat, l'extrême nord demeure la zone où on compte le plus grand nombre d'affamés, le plus grand nombre d'analphabètes, le plus grand nombre de conflits intercommunautaires sanglants. Moins de choléra, moindre inondation, moindre tension climatique, moindre incursion de l'islamisme terroriste, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Mais à Yaoundé, les élites de la zone disent que tout va bien. Agréable semaine à tous. Merci d'avoir suivi cet éditorial. Je vais vous le résumer. En résumé, qu'est-ce que le docteur Aristide Monod dit? D'ailleurs, il faut noter que cet éditorial date de l'année dernière. Cet éditorial date de l'année dernière. En résumé, grosso modo, qu'est-ce que le docteur Aristide Monod dit? Le docteur Aristide Monod établit le bilan d'une région qui est sous l'emprise d'une élite gourmande, d'une élite qui sacrifie ses populations pour satisfaire ses besoins personnels et ainsi se mettre au service de l'élite dirigeante. Le docteur Aristide Monod nous rappelle les problèmes auxquels font face les populations de ces régions-là, notamment l'extrême nord qui est la plus peuplée des trois régions. L'extrême nord qui est en proie à des problèmes cycliques que sont les inondations, les guerres intercommunautaires, les maladies hydriques liées au manque d'eau, mais aussi le manque d'infrastructures et la pauvreté généralisée. Tout à l'heure, avant de publier de commencer ce live, je vous ai fait une publication qui donnait donc les statistiques du pourcentage de pauvreté dans les trois régions. Et vous voyez donc, lorsque vous comparez, alors je vais vous donner les chiffres exacts. Lorsque vous comparez l'extrême nord, qui a donné un pourcentage de 89% à M. Paul Biya à la dernière élection, mais où 69% des populations vivent dans une extrême pauvreté, d'après, et même encore, 69%, c'est d'après l'Institut national des statistiques, une agence gouvernementale. Vous imaginez très bien que ces chiffres sont sévèrement massés. On se demande qu'est-ce qui motiverait donc des populations aussi paupérisées, aussi abandonnées, aussi isolées, aussi appauvries, à continuer de soutenir, à porter un plébiscite sauvage, massif, violent à leur oppresseur. Cela n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Tenez, je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres. Et ces chiffres sont des chiffres du gouvernement. L'Adamawa a voté le RDPC en raison de 79,8%. Le Nord a voté M. Paul Biya à raison de 81,62%. L'extrême Nord a voté M. Paul Biya à raison de 89,01%.
est d'autant plus inquiétant. Ceci est d'autant plus inquiétant. Lorsqu'on sait que 69,4% des populations de l'extrême nord sont extrêmement pauvres. On se demande donc, pourquoi est-ce que ces populations qui sont très très pauvres continuent de voter un gouvernement pendant 43 ans qui les maintient dans l'état le plus basique, l'état le plus animal. Mais avant de commencer cette analyse, je vais faire juste 2 secondes de droit de réponse. Je dis bien 2 secondes de droit de réponse. Parce que, justement, nous ne voulons pas donner de l'importance à des sujets qui ne le sont pas. Nous sommes à 3 mois de l'élection et on ne va plus consacrer des lives ou alors des publications à des sujets qui n'ont pas trait à l'élection présidentielle. Donc, droit de réponse en 2 secondes à Madame Marlène Mvoutou. Madame Marlène Mvoutou, qui dans son live d'hier soir, où on a bien voulu me taguer, a cité mon nom 2 fois dans les 30 premières minutes que j'ai suivies. Hein. Celle-là qui a fait 2 heures, je n'ai pas pu le suivre en entier, dans son entièreté avant ce live. Donc, Madame Marlène Mvoutou, qui m'a cité pendant 2 fois minimum pendant les 30 premières minutes, pour fustiger le fait que je demande à mes followers de ne plus partager les voices de Madame Adja Awa. Alors, Madame Marlène Mvoutou, que cela vous plaise ou pas, je suis libre de donner des instructions à ma communauté. Il s'avère que ma communauté, donc, est la communauté des talibans, la communauté des pro-changements, et qu'ils sont les plus nombreux dans l'espace public. Donc, j'ai déjà il faut le dire, hein, je ne vous dis pas ce que vous devez faire dans votre page ou pas. De 1. De 2, je vous dis par réciprocité des formes que j'ai le droit de donner des instructions à mes followers. De 3, vous dites que je veux fermer la bouche de Madame Adja Awa. Que non. Madame Adja Awa est libre de faire autant de voice qu'elle veut. D'ailleurs, on s'en prend à cœur joie parce que ces voice nous révèlent l'état de décrépitude de notre présidence de la République, de notre gouvernement. Donc, elle peut faire autant de live de voice qu'elle veut. À l'heure d'aujourd'hui, elle en a fait plus de 5 heures ou 6 heures. Qu'elle continue. Ceux qui veulent l'écouter, l'écouteront, mais nous n'allons plus partager ces messages parce que nous avons compris la manipulation derrière ces messages. Ces messages enrobés de pépites, d'éléments en dessous de la ceinture, justement, pour attirer les Camerounais, non pour autre but que d'exacerber le tribalisme. Le tribalisme parmi les peuples du Nord, du Grand Nord, entre Arabes, musulmans et chrétiens, de 1. Pourquoi? Parce que le RDPC, justement, a peur de ce que le Grand Nord soit uni derrière une seule et même cause, et derrière ces leaders qui ont décidé de tourner le dos au RDPC. Donc, Madame Adja Awa essaye autant que faire se peut de remuer dans la soupe tribaliste, sachant que les peuples du Nord sont extrêmement communautaires. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que ces voix ne soient plus partagées. Deuxièmement, Madame, vous donnez donc la raison pour laquelle nous ne devons plus partager ces lives, soit disant qu'elle nous fait des révélations précieuses sur le gouvernement. Madame Marlène Mvoutou, je vous mets au défi de donner un seul scoop, un seul breaking news, une seule chose qui n'était pas connue de tous les Camerounais et que Madame Awa a mis dans la place publique, en dehors des zizi bien sûr. Donc vous allez nous excuser du peu. Nous ne sommes plus. Au début ça nous a amusés, mais nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire et nous allons continuer à le faire, continuer à sensibiliser notre communauté, les Camerounais et tous ceux-là qui ont besoin de changements dans notre pays. Ceci étant dit, je reviens au sujet. Le sujet qui nous intéressait donc était l'état dans lequel vivent les populations du Nord, du Grand Nord Cameroun. Le Grand Nord Cameroun est constitué de 3 régions. Le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. Le Nord a 4 départements qui sont la Benoué, le Faro, le Mayo-Louti et le Mayo-Ré. Il est constitué de... Il s'étend sur une superficie de 65 576 km² et il a une population, d'après le ministère de l'administration territoriale. Je rappelle à tous que les chiffres en termes de population que nous allons donner dans ce live sont basés sur le site web du ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère habilité à donner ce genre de chiffres. Sauf que il n'y a plus eu de recensement de la population camerounaise depuis 2011. Donc ça fait plus de 14... Non, depuis 2005. Depuis 2005, on n'a plus eu de recensement de la population au Cameroun. Donc ça fait plus de 20 ans que personne ne sait exactement combien de Camerounais il y a. Tous les chiffres donnés par le MINAT sont des chiffres approximatifs. Des chiffres basés sur les estimations. Donc j'étais de disance que la région du Nord Cameroun a donc une population, d'après le site du MINAT, qui est de 2 442 478 habitants. Et cette estimation date de 2020, donc il y a 5 ans. L'extrême nord occupe une superficie de 34 246 km². Elle a des départements qui sont le Diamaré, le Logo-Nechari, le Mayo Danaï, le Mayo Kani, le Mayo Sava, le Mayo Tsanaga, et une population de 3 993
4 habitants, toujours d'après le site du ministère de l'administration territoriale, et ces chiffres datent de 2020, il y a 5 ans. C'était des estimations. L'Adamawa a les régions qui sont le Djerem, le Faro, Edeo, Mayo, Bagno, le Mbere et la Vina. Il occupe une superficie de 63 701 km² et une population estimée à 3 928 248 habitants. Et ça, cette estimation date de 2023. Donc, au total, les 3 régions du Nord, Extrême Nord et Adamawa ont une population estimée, il y a 5 ans, une estimation, il y a 5 ans, de 10 364 512 habitants au total, d'après les chiffres estimatifs du MINAT. Donc, nous disons que ces 3 régions à elles seules, donc, ont approximativement les 1/3 de la population du Cameroun. C'est une capacité électorale non négligeable. Cependant, nous allons poser des doutes quant à la capacité électorale de cette population lorsqu'on connaît le degré de désenclavement, lorsqu'on connaît le degré de manque d'infrastructures publiques, lorsqu'on connaît le degré d'analphabétisme. On se pose donc des questions à savoir pourquoi est-ce que l'extrême nord, par exemple, a 1 135 942 personnes inscrites sur le fichier électoral en 2018. La zone la plus enclavée, la plus éloignée, la plus dépourvue de tout notre pays a 1 million d'inscrits sur la liste électorale, alors que Douala, la capitale économique, le cœur de l'Afrique centrale, la ville la plus peuplée du Cameroun, n'a que 935 531 inscrits en 2018. Nous allons comprendre l'importance de ces chiffres lorsqu'on va analyser la capacité électorale et pourquoi le RDPC est en panique. Que représente le Grand Nord en termes de potentiel électoral pour le RDPC? Nous allons comprendre pourquoi ils sont en panique, pourquoi est-ce qu'ils sont en débandade, pourquoi est-ce qu'Atangadji ne dit plus rien, pourquoi est-ce que Grégoire Ouna menace les 2 ministres démissionnaires d'arrestation. Nous allons analyser tout cela. Donc, je vous ai établi le fait que Ahidjo avait passé le pouvoir à Paul Biya, qui lui-même a commencé par réprimer l'élite du Grand Nord, mais ensuite a décidé d'adopter une politique de collaboration entre son gouvernement et le Grand Nord. Notamment, il y a eu de nombreux ministres et de nombreuses personnalités nommées à des différents postes du gouvernement, des sociétés étatiques, pendant tout le règne de M. Paul Biya. Le Grand Nord a effectivement été la première fille du renouveau en termes d'occupation de postes publics dans la mangeoire nationale. Cependant, cette représentativité des élites du Grand Nord dans l'appareil gouvernemental est-elle reflétée sur le terrain? Est-ce que les populations du Grand Nord, dont nous avons dit qu'elles avoisinent les 1/3 de la population totale du Cameroun, profitent de cette politique de collaboration du RDPC avec les élites du Nord, avec les lamidos, les différents ministres, directeurs de sociétés publiques, directeurs de la FECAFOOT et ainsi de suite du Grand Nord? Nous allons le voir en image. Donc, le Grand Nord, en général, quand je dis Grand Nord, je mets toutes les 3 régions, est l'une des régions les plus enclavées, les plus abandonnées, les plus oubliées de notre pays. Dans ces régions qui sont en haute altitude, il est impossible d'avoir de l'eau potable. La société ou les sociétés en charge de la distribution de l'eau et de l'électricité au Cameroun n'y ont pas pignon sur rue. Il y a des populations dans ces régions qui n'ont jamais vu l'eau qui sort d'un robinet, qui n'ont jamais vu l'électricité. Ces populations ont effectivement un problème d'enclavement. Les routes qui y vont et qui traversent de part en part les 3 différents parts septentrionales de notre pays sont de très mauvaise qualité. Et nous avons vu l'arrogance des membres du gouvernement qui prennent le vote du Nord comme acquis et qui s'adressent à ces populations de façon à les infantiliser, à les paupériser. Vous avez vu la ministre Ketia Koutez qui leur a demandé il y avait quoi avant, et nous allons revenir là-dessus. Donc, nous allons vous montrer comme ça quelques éléments de la vie quotidienne des populations du Grand Nord au Cameroun. Commençons par la santé. Nous allons vous montrer une des maternités dans lesquelles 50 femmes minimum par année, et là nous sommes en 2020, donnent naissance à leurs enfants. Nous sommes ici à la maternité de Zira. Voici la maternité de Zira. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malade. Et donc, pardon, excusez-moi. C'est moi aussi. Oui. Demain, le 31, on ne sait pas, peut-être il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là.
Ils sont là, en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Et ils ne nous voient pas. Ils ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain le 31, non, on essaie. Nous sommes ici à la maternité de Zira. Voici la maternité de Zira. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité, là, madame? S'il vous plaît. Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche les enfants. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, Madame, on fait avec. Parce que comme le centre, le district ne nous a pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Là, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait tout ça par derrière là-bas. Oui. Non, mais laissez la femme, je vois même un peu de tas de sang ici. Ça qui est déjà fait en bas là. Oui. C'était une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui, parce que le mois-ci, je suis déjà 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain le 31, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là, en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Et ils ne nous voient pas. Donc voilà dans quelles conditions les femmes accouchent dans la partie septentrionale de notre pays. Sur des lits de bambou fabriqués par la population, avec du sang qui coule par terre, et une raclette ou serpillère, juste pour brosser le sang de côté. Imaginez le nombre d'infections, le risque d'infection pour les mamans et pour les bébés dans ces conditions-là, et même pour le personnel soignant dans ces conditions. Nous sommes au Cameroun, et M. Manaouda Malaché, qui est originaire justement, le ministre de la Santé, originaire de ces régions, vient nous dire qu'il y a des hôpitaux de référence mondiale dans notre pays. Que M. Manaouda Malaché, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque le régime de M. Paul Biya nomme un ressortissant du Nord, ces populations-là applaudissent et disent que Paul Biya leur a fait cadeau. Et ce que ces élites font, c'est d'aller justement distribuer des billets de 2000 une fois ou 2 fois par an à ces populations. Mais pour le reste de 7 ans, voilà ce que les populations vivent. Monsieur Manaouda Malaché, ministre de la Santé, dites-moi si vous seriez content que votre soeur, votre cousine, aille donner naissance sur un lit de bambou infecté de sang de plusieurs autres femmes avant elle. Mais c'est ce que vous faites subir à vos populations du nord, de l'extrême nord, de la Damawa. Mais vous leur faites subir cela. Et vous avez pensé que pendant 50 ans, ces populations ont trouvé ça normal et qu'elles vont continuer de vivre dans ces conditions sans un jour se rebeller, sans un jour rechigner, sans un jour dire que nous aussi nous avons droit à des conditions meilleures. Vous avez vraiment pensé cela? Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons mettre à nu tout ce que le RDPC ne voudrait pas qu'on voie. Regardez dans quelles conditions les femmes à l'extrême nord vont chercher de l'eau. Regardez ça. Ça c'est l'eau dans un puits à l'extrême nord. Ça c'est l'eau. Regardez où des mamans vont chercher de l'eau. Regardez ça. Regardez où des mamans vont chercher de l'eau. Avec leurs enfants. Pendant ce temps, ces élites s'engraissent à Yaoundé, chantent les louanges de l'oppresseur, deviennent des griots, disent aux Camerounais que c'est lui la meilleure solution. Regardez, ils n'ont pas pitié de leur propre population. Regardez ça. Regardez ça. Lorsque ces élites viennent vous dire que Paul Biya a encore 50 ans de lui, regardez ça. Et ce sont ces populations-là qui donnent leur voix à ces députés. Ce sont ces populations qui donnent leur voix à Kaba Yege Djibril, qui est assis au Sénat depuis au moins 35 ans. Ça, c'est dans sa région. Ça, c'est dans sa région. Et ils vont vous dire qu'encore 50 ans de ça, encore 50 ans de ça, nous allons parler donc de Madame Chantal Biya, puisque vous en parlez. Madame Chantal Biya, qui n'a pas trouvé mieux que de donner des chapeaux en papier aux mamans de Mokolo. Lorsqu'elles ont demandé, lorsqu'elles voulaient leur faire cadeau pour la fête des femmes 2024, elle leur a envoyé des chapeaux en papier.
montré ça sur TikTok. Il s'agit d'une école primaire qui a été construite avec des matériaux locaux par les populations locales. Pourquoi l'école est construite par les populations? Parce que l'État les a abandonnés. Et ça, c'est partout dans le Grand Nord. Partout. L'État les a abandonnés. Les parents et les enfants sont obligés de construire les écoles eux-mêmes. Conséquence, une de ces écoles s'est écroulée sur des enfants de 5 ans, de 6 ans, des bébés. Pendant ce temps, Paul Biya nous dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pendant ce temps, Kavaye Yere Djibril est assis à l'Assemblée nationale depuis 35 ans. Pendant ce temps, Manaouda Malaché vous dit que tout va bien. Pendant ce temps, vous avez des directeurs de société, les Djibril, comment il s'appelle, l'autre, le directeur, celui qui était directeur de la CCC, ainsi de suite. Ils sont remplis là, les élites du Nord, qui ont quitté leur contrée parce que ça ne leur plaît plus de voir cela. Lorsqu'ils viennent, ils sont accompagnés par leur cortège, ils s'en vont rester dans leur maison, entourés de leurs gardes, ils ne voient pas la misère du peuple, la misère qu'ils infligent, la pauvreté qu'ils infligent, le désespoir qu'ils infligent à leur propre peuple, qui leur donne le plébiscite pour aller s'asseoir, le mandat pour aller s'asseoir à Yaoundé. C'est avec ça que quelqu'un nous disait que tout ce que Paul Biya fait est bon. C'est avec ça que quelqu'un nous disait que même quand Paul Biya dort, il travaille. C'est avec ça qu'on nous dit qu'il faut encore 35 ans de Paul Biya, qu'il faut encore 50 ans de Biya, qu'après Biya, c'est Biya. 43 ans, la première fille du renouveau, les enfants meurent écrasés sous le poids des salles de classe construites à la main par eux-mêmes et leurs parents. Vous comprenez donc lorsque ces populations, 43 ans plus tard, se lèvent et disent qu'on n'en veut plus. Nous en avons marre. Nous voulons quelque chose de meilleur aussi. Nous avons tout donné au renouveau. Nous avons donné nos voix. Nous sommes le bétail électoral. C'est chez nous que Paul Biya vient ramasser ses voix pour gagner. Parce que je vous ai dit que dans une logique incompréhensible et inexplicable, l'extrême nord, où vous voyez les gens mourir pour de l'eau, pour de l'éducation, mais c'est là-bas qu'il y a le plus inscrit au Cameroun. Plus d'1 million d'inscrits, plus que Douala. Allez comprendre pourquoi. Et comme par hasard, c'est aussi là-bas que le RDPC obtient des scores soviétiques. Pendant ce temps, ce même peuple qui est censé donner des scores soviétiques à Paul Biya est celui qui croupit sous la misère la plus abjecte, la plus nauséabonde. Incompréhensible. Complètement incompréhensible. Vraiment, bipez-moi ces gars du Nord qui font les lives et j'aimerais parce qu'ils le vivent dans leur chair, ils le vivent dans leur sang. Nous aimerions que ces gars du Nord commencent à parler à leur population dans les langages qu'ils comprennent, dans les langues qu'ils comprennent, pour leur dire que vraiment si le RDPC ose encore déclarer qu'il a gagné une élection, alors ce sera le Nord qui va s'occuper d'eux. Parce que pendant 43 ans, le RDPC est monté sur le dos du Nord. Le RDPC a marché sur les populations du Nord pour se maintenir au pouvoir. On nous parle du Sud. Le Sud n'a même pas le 1/5 de la population de Douala. Non. La fraude est basée sur le Nord, le Grand Nord. Nous allons continuer pour vous montrer à quel point ces gens du RDPC sont cruels. Pour vous montrer à quel point ces gens du RDPC sont méchants. Pour vous montrer à quel point ces gens du RDPC s'en foutent des populations du Nord. Quand je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, où une salle de classe s'est écroulée sur des bébés de 5 ans, sur des bébés de 6 ans, sans que cela n'émeuve Yaoundé, sans qu'aucun membre du gouvernement ne descende pour aller consoler les familles. Regardons maintenant ce que le RDPC fait lorsqu'il ouvre une école au Nord. Regardons ça ensemble. On dit souvent un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vraiment pas ceci. Maurice Kamto va déposer sa candidature. Moi, je suis derrière M. Maurice Kamto. Si vous aimez, votez pas. 43. Et avec moi, le République du Cameroun. Nous sommes présentement à Méré. Vous lisez avec moi, le République du Cameroun. Paix, travail, patrie. Minédu. Des délégations régionales de l'extrême nord. Institution d'enregistrement de l'éducation de base. NAGA. École publique. C'est une école publique qui est créée il y a de cela un peu plus de 10 ans. Malheureusement, en 2024, nous sommes à l'école publique de Méré, un lundi, 4 novembre 2024. Pas de salle de classe. Zéro salle de classe aux alentours. Zéro salle de classe. Zéro salle de classe. S'il n'y a pas de salle de classe, qui peut parler de l'enseignant? S'il n'y a pas d'enseignant, qui peut parler de l'élève? Nous voyons tout le monde. Nous sommes en novembre 2024, il y a quelques mois. Regardez, l'école a été créée depuis 10 ans. Regardez le drapeau. Et l'école n'existe pas. Sur le papier, l'école est créée depuis 10 ans. Sur le terrain, il n'y a même pas un seul papel. Voilà ça. Aux élites de l'arrondissement de Maga. Aux élus de l'arrondissement de Maga, monsieur le député. Ça, à l'Assemblée nationale, défendez-nous, monsieur le maire. Je sais que la mairie a quelque chose à donner à l'enseignement.
population de base. Mais c'est madame la sénatrice, Dorothée, venez-nous en aide ici, à Méré. Qu'est-ce qui se passe? L'avenir de ces enfants-là est mis en jeu. On dit souvent, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vraiment pas ceci. Donc voilà, l'école publique à Maga, sur le papier qui existe depuis 10 ans, il n'y a que le drapeau qui est implanté. Aucune salle de classe, aucun enseignant, aucun élève. Quelque part, quelqu'un a pris de l'argent pour construire cette école il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et lorsqu'on sait qu'une école dessert toute une communauté, dans les salles, vous allez voir tout à l'heure, des salles de classe où il y a 300 enfants. Une salle de classe, 300 enfants. Vous imaginez donc que c'est toute une communauté qui est privée d'éducation à l'ère de Paul Biya, en 2024. Où sont les élites du Nord? Où sont ces gens-là qui sont partis à Yaoundé pour défendre les intérêts de leur peuple? Pendant 43 ans, c'est ce que vous avez servi à ce peuple-là. Pendant 43 ans, vous avez pris l'argent du gouvernement central, encore que. Et ce gouvernement central qui est au courant pourtant de tout ce qui se passe, mais laisse faire parce que c'est le vivrier électoral. C'est là où toute la fraude électorale s'effectue, à l'extrême nord. Et comme par hasard, c'est la zone la plus enclavée, c'est la zone la plus désœuvrée, c'est la zone la plus pauvre, c'est la zone la plus... Tout ce qu'il y a de mauvais au Cameroun, tout ce que vous pouvez imaginer, les inondations, les guerres communautaires, les Boko Haram, ainsi de suite, tout ça frappe l'extrême nord. Et on vous dit que ces peuples-là votent Paul Biya à 100%. On vous dit que ces peuples-là votent Paul Biya à 100%. Depuis 43 ans. Franchement, si avec la levée des deux leaders actuellement du Nord et des deux du Nord, Bello Bouba et Issa Chiroma, nous sommes encore dans le Nord. Si Paul Biya annonce encore, si le RDPC annonce encore une seule fois qu'ils ont gagné les élections et qu'ils ont gagné avec votre vote, population du Nord, si vous laissez ça, mieux, c'est-à-dire que vous vous taisez à jamais. Mieux, on ne nous montre plus vos souffrances. Parce que les peuples du Nord sont les plus paupérisés. Je dis bien paupérisés. Paupérisés. Que chaque élite du Grand Nord s'asseye. Si vous avez une conscience, et demandez-vous ce que vous faites de la confiance que ces petites populations mettent en vous. Nous espérons que M. Issa Chiroma Bakari a pris conscience à 78 ans et qu'il a décidé de laisser un héritage positif à son peuple. Nous espérons que M. Bello Bouba Maïgari regarde la souffrance de ces peuples-là et se dit, à 83 ans, que lorsqu'il va mourir, il faudrait que ces populations le célèbrent et le remercient pour ce qu'il leur a laissé. L'heure est arrivée, messieurs, l'heure est arrivée de penser à ce que vous allez laisser à vos populations. De penser à votre héritage politique. De penser à ce qu'on dira de vous dans les générations futures. De penser effectivement à ça. L'heure est arrivée. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons dit c'est un live sans filtre. C'est-à-dire que nous allons vous montrer ce que les populations du Grand Nord vivent pendant que l'élite s'engraisse avec la classe dirigeante à Yaoundé et qu'ils vous disent que c'est ce même peuple en agonie qui donne la victoire à Paul Biya au point où le Grand Nord est appelé la première fille du renouveau. Nous sommes dans la région de l'extrême nord. Regardons cette école. Ici, c'est une salle de classe. C'est le CE1. Voilà, le CE1, ils sont tous assis là même au sol, dans une salle très bien contiguë. Et les voilà. Et avec ce qu'ils ont à apprendre aujourd'hui, un effectif tel que vous voyez, 85, tous assis, place insuffisante, à l'école publique de Blois. Ici, c'est la CIL, avec un effectif de 126 et aucun abandon. Voilà, c'est une salle de classe, mais les enfants tous assis à même au sol. C'est la classe de la CIL, c'est ça? How are you? Thank you, sit down. Donc, vous avez vu par exemple à l'extrême nord, là où ça marche, une école. La classe de la CIL a 126 enfants assis à même le sol. Assis par terre. Et là, ils ont même un bâtiment. Ils ont la chance d'avoir un bâtiment dans cette école. Cependant,
Ces zones souffrent d'un enclavement à nul autre pareil. Ces zones sont les zones les plus reculées et les plus oubliées dans le domaine des investissements publics de notre pays. En 2019, je crois, non, en 2021, le pont Pala à Maroua s'écroulait en 2021. Et le gouvernement, dit-il, avait débloqué 1,4 milliard pour réparer ce pont. 2 ans plus tard, 2023, le pont n'était toujours pas réparé. Au point où Ketia Cortez était allé faire la pose de la première pierre avec la maquette du pont. Ils avaient fait une présentation de la maquette du pont et Ketia Cortez est allé faire la pose de la première pierre. Et c'est à l'occasion donc de la pose de la première pierre qu'elle reçoit les élites du pays, de la région, qui lui demandent, qui la question donc sur le fait que la route ne soit pas réparée. Alors elle s'irrite et leur demande, il y avait quoi avant? Nous allons vous montrer ce pont. Lorsqu'il s'était brisé. Le soleil s'est levé sur la ville de Maroua ce matin pour mettre la lumière sur les gros dégâts causés par la pluie torrentielle d'hier. Le pont de Palar est effondré, lui qui reliait Maroua à Moura, dans l'extrême nord du pays. Le gouverneur Midjiawa Bakari, lui, pointe du doigt l'incivisme des populations. L'effet d'érosion. Alors, le pont s'écroule sous l'effet des pluies et le gouverneur vient accuser les populations. Il accuse l'incivisme des populations pour un pont qui s'est écroulé à cause des pluies. Sur son chemin, malgré les conseils ou les mesures qui ont été prises par le maire de la ville, par le sous-préfet et les autres, les gens persistent à construire sur le flanc de montagne, sur le long de l'hiver. La ville de Maroua ne dispose pas de suffisamment de canalisation d'eau. Donc, aussi pleut un peu, la ville en s'est dans le flamme d'eau. Les quelques canalisations existantes ne sont pas tirées ou les populations encore subissent par l'incivisme. Les populations à leur tour accusent les pouvoirs publics. Ces derniers auraient pu prévenir, selon elles, l'effondrement du pylône de fourniture électrique contre altération des inondations. S'ils avaient versé ne serait-ce que quelques camions de cailloux tout autour de ce pylône, ça ne coûte absolument rien du tout. Ils pouvaient bien le faire, mais ils n'ont pas fait. Ils étaient avertis. C'est une véritable problématique de vieillissement des ponts qui se pose dans la ville. Cet effondrement survient un an exactement après celui du pont de Misaou, toujours en cours de réfection. D'autres sont présentés comme un risque dans la localité. Les mesures prises par les autorités pour l'instant, ce sont des voies de contournement au centre-ville via le pont vert pour rejoindre les autres départements. En pleine saison de pluie, le fleuve Mayo-Tsanaga est à chaque fois tenté de déborder son lit pour rejoindre les populations dans les leurs, avec au passage quelques gros dégâts. Donc, voilà un problème qui se pose depuis au moins 2012 au Cameroun. Voilà un problème qui se pose depuis 2012 à l'extrême nord. C'est-à-dire avec le changement climatique, la saison des pluies devient de plus en plus intense dans ces régions-là et on a commencé à assister aux inondations. Encore cette année, il y a eu inondation et vous avez vu, l'Inde a apporté une aide de 1000 tonnes de riz avec des médicaments et des objets d'usage quotidien pour aider les populations. Depuis 2012, donc 13 ans que les populations de l'extrême nord vivent les inondations chaque année, année après année. Et le gouvernement de Paul Biya est incapable d'endiguer ce problème. Le gouvernement de Paul Biya est incapable d'envoyer pendant la saison sèche, alors que ces fleuves sont complètement asséchés, d'envoyer des ingénieurs pour construire des ponts. Et chaque année, les mêmes populations subissent le même préjudice. Je vais vous montrer tout à l'heure, lorsqu'il y a inondation, où Atangadji va construire des zones de recasement qui elles-mêmes sont inondées. Donc, le gouvernement de Paul Biya sait qu'il y aura inondation, mais ne fait rien, non seulement pour réparer les ponts, ils disent qu'ils ont débloqué 1,4 milliard pour le pont de Pala, qui n'a jamais été refait. Je vous montre l'état de ce pont aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2021, regardons ce que ce pont est devenu. Avec 1,4 milliard qui ont disparu. 1,4 milliard. Ketia Cortez était allé faire la pose de la première pierre en 2024. Le pont n'a jamais été refait. Et 1,4 milliard ont disparu. 1,4 milliard ont été distraits. Et vous voulez que ces peuples-là votent le RDPC. Regardez ce que ce pont est au jour où je vous parle. Regardez ce que ce pont est au jour d'aujourd'hui. Voilà le pont là. Hein. Voici le pont là. Voici le pont.
4 milliards partis en fumée. Et lorsque les élus locaux osent demander à Ketia Koutès quand est-ce que le pont sera livré, voilà ce qu'elle répond aux populations locales. Ketia Koutès est partie sortir les gros yeux au peuple de l'extrême nord, soit disant qu'elle-même elle est née à l'extrême nord. Regardez comment Ketia Koutès répond aux populations qui demandent simplement les infrastructures auxquelles elles ont droit en tant que bétail électoral du RDPC. En tant que ceux-là qui donnent la victoire au RDPC. En tant que la région où le RDPC gagne avec des scores soviétiques. Écoutez ce que Ketia Koutès répond aux populations qui les maintiennent au pouvoir depuis 43 ans. Si le maire n'a pas de dialogue avec les populations, c'est qu'il n'y a pas de mairie. Hein. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Regardez les yeux. Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Ketia Koutès demande au maire de demander aux populations d'être reconnaissantes. Reconnaissantes de quoi? D'un pont qui est tombé en 2021. 1,4 milliard de francs ont été donnés. Le pont, nous sommes en 2025, n'est toujours pas fait. Et Ketia Koutès va sortir les gros yeux aux populations de l'extrême nord pour leur demander d'être reconnaissants. Leur demander d'être... Regardez là. À la volonté du chef de l'État et ses partenaires financiers et techniques. Si le maire n'a pas de dialogue avec les populations, c'est qu'il n'y a pas de mairie. Hein. Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État et ses partenaires financiers et techniques. Donc, nous allons donc voir ce que Ketia Koutès dit. Que les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté de Paul Biya. Ketia Koutès, tu es né à l'extrême nord, tu t'en vantes, et tu dis que les populations doivent être reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté de Paul Biya. Regardons ce pourquoi les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes. D'accord? Regardons ce pourquoi les populations de l'extrême nord doivent être reconnaissantes. Nous sommes à l'extrême nord, toujours. Regardez la route. Ça, c'est la route. Ketia Koutès dit que les populations doivent être reconnaissantes de ça. C'est ça. Les populations doivent être reconnaissantes de ça. Voilà la route. Voilà la route. Elle demande aux populations d'être reconnaissantes pour cette route. Voilà ça. Ketia Koutès demande aux populations d'être reconnaissantes pour ça. Les populations de l'extrême nord, alors qu'il y a le goudron dans certaines routes du Cameroun, dans certaines routes du sud, doivent applaudir et remercier Paul Biya pour la poussière qu'elles avalent tous les jours sur ces routes-là. Et ça, c'est en saison sèche. Regardons la route Garouanga-Oundéré. Et ça, c'est un grand axe. Sans ceinture de sécurité, il y a danger permanent pour le passager. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 et nous suivons ce cortège du ministre de l'administration territoriale en partance de Garoua dans le... Là, c'est Atangandji lui-même qui est dans la route. Regardons-le. Pour une visite de travail à Gandéré. 278 km de calvaire. La route est un désastre pour les usagers. Ça ne va même pas un peu. Pour les véhicules que tu vois là, on ne fait que casser l'accident tous les jours. Vous voyez, c'est pénible, ça ne va pas. La réalité, le ministre Paul Atangandji le touche du doigt, lui-même au volant de son véhicule. Des zigzags sans fond du fait d'immenses nids de poules. Par endroits, le bitume est quasi inexistant sur cette route où circulent sans cesse de gros porteurs. Il nous faut plus de 7 heures finalement pour atteindre notre destination. Pas très habitué à prendre la parole en pareille circonstance, le membre du gouvernement se lâche. J'ai fait ce trajet en 2000. Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20 en 2000. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée. 7h12. En fin d'année, le président Paul Biya a parlé de la réhabilitation à la faveur des rapports. Donc, le chef d'État, conscient que c'est un problème important, a donc inscrit. Je suis arrivé en visite hier à Garoua et pendant toutes les discussions, c'est-à-dire les populations exprimaient une certaine inquiétude, n'est-ce pas, de constater que rendu au mois, n'est-ce pas, le mois de mai, les travaux n'ont pas commencé. Donc j'ai dit, bon, alors moi en ce moment je ferai donc... Voilà donc Atangandji lui-même, sur la route de Garouanga-Oundéré, une route où il dit que le chef de l'État a instruit, comme ils ont les gros mots, a instruit. Donc dans la région du Nord, du Grand Nord, le chef de l'État ne fait qu'instruire depuis 43 ans, mais rien ne se fait. Il a instruit pour cette route. Atangandji lui-même dit qu'il y a quelques années, il faisait ce trajet en 2 heures. Ça lui a pris 7 heures de temps avec un véhicule adapté. Et il vous demande encore d'aller voter Paul Biya. Et lorsque vous en parlez, on vous dit hostilité à la patrie. Si un citoyen lambda
essaye d'exprimer la même opinion que Atangandji vient d'exprimer dans ce reportage, le même Atangandji va l'arrêter pour hostilité à la patrie, appel à la rébellion. Oh, le même Atangandji est en train de dire dans une chaîne de télévision que la route là devait être réparée depuis. Paul Biya avait instruit, d'après lui, les instructions là, c'est eux-mêmes qui savent. Hein, parce que nous on sait que depuis là, Paul Biya ne fait qu'instruire et lui-même il n'est même pas au courant de ses instructions. Donc Paul Biya lui-même n'est pas au courant de ses propres instructions. Atangandji, Moulinex, le Moulinex national, qui dit que nous sommes les condiments et qui va nous écraser dans le Moulinex. Lui-même ouvre sa propre bouche. Il dit que ça fait 7 heures de temps. Donc quelqu'un qui quitte Paris arrive à Douala avant que quelqu'un qui Garoua arrive à Ngaoundéré. Et lorsque un citoyen ordinaire, un citoyen lambda le dit, on l'accuse d'hostilité à la patrie, on l'accuse d'appel à la rébellion, on l'envoie au CED, on le passe au tribunal militaire. Lorsque nous disons que le gouvernement de Paul Biya vole l'argent, paupérise les populations, appauvrit les populations, les met dans un état de pauvreté extrême, ils nous disent que nous faisons l'appel à la rébellion. Incroyable. Voilà donc les routes pour lesquelles Ketia Koutès demande aux populations d'être reconnaissantes au point de sortir les gros yeux. Au point de sortir les gros yeux pour menacer les populations. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Nous allons continuer à l'image, hein? Il y en a tellement que je ne sais même pas. Il y en a tellement. Je pense que les dernières, même, je les ai mises dans l'autre téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Amazon Prime Day is from the 8th. Donc, nous continuons ainsi en image avec les réalités sur le terrain au Grand Nord. Et vous allez donc comprendre pourquoi Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma se sont désolidarisés du gouvernement et décident de se porter eux-mêmes candidats à la présidentielle. Nous avons dit tout à l'heure que la région de l'extrême nord était sujette aux intempéries, aux inondations depuis 13 ans. Et rien n'est fait par le gouvernement central de Paul Biya. Nous allons donc vous montrer ce que vivent les populations de l'extrême nord lorsqu'il y a inondation. Nous ne sommes pas ici à Venise, mais plutôt à Yagua, dans le département du Mayo-Danaï, à l'extrême nord du Cameroun. C'est désormais un village fantôme, où règne un silence des cimetières, totalement envahi par les eaux, à la suite des récentes inondations qui ont poussé les habitants à quitter les lieux. L'eau est venue brusquement, on a lutté contre l'eau avec le sable. Maintenant, on n'a pas la force, c'est entré comme ça brusquement. Si c'était la nuit même, c'est fini avec nous, mais c'était le jour. On a traversé, on portait au dehors, on portait sur la sous, c'est ça. Ils sont donc des milliers qui, depuis environ un mois, sont partis sans réclamer leur reste, laissant derrière eux un village en ruine, noyé sous les eaux. Environ 5000 personnes sans abri. Il y a un grand quartier du Nord qui est abattu par l'eau. Les maisons sont écroulées. Mais rien n'a été fait. On est en train de supporter, on monte les murs et puis on est là, on s'abrite malgré nous. Ces habitants sont désormais sans vie et sans espoir face à cette situation qui perdure depuis de nombreuses années. Avec l'arrivée des inondations, vraiment, nous souhaiterons que vous nous aidez vraiment, sinon ça ne va pas. Après tant des années, il y a toujours ce genre d'inondation. Et les gens se déplacent de l'un à l'autre comme nous sommes des réfugiés. Ça ne va pas. Si l'ancienne digue existante permet jusqu'ici de limiter les dégâts, elle présente depuis quelques temps des signes d'épuisement. Il y a des parties un peu qui n'est pas bien fait. Hein? Ici, il y a quelque part là, on trouve l'horizon. Nous, on veut maintenant casser la digue. On est en train de renforcer avec les sacs. Le gouvernement du Cameroun avait annoncé en grande pompe un investissement colossal pour la construction d'une digue route sur plus de 300 km pour mettre un terme aux inondations dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord. À ce jour, le projet TAD a démarré et entre-temps, les populations continuent à vivre le traumatisme lié aux inondations dans cette partie du pays. Nous sommes là en 2024, lors des dernières inondations, et nous allons vous dire ce que le gouvernement de Paul Biya a fait pour ces populations. Les inondations étaient survenues dans le Mayo-Danaï à l'extrême nord en 2024. Elles ont fait 11 morts, 200 000 personnes qui ont été touchées par ces inondations, 103 000 hectares de cultures détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, 1178 têtes de bétail perdues et 8 000 maisons détruites. Alors, vu ce bilan extrêmement lourd,
le gouvernement de Paul Biya a mis à disposition 350 millions de francs CFA comme aide d'urgence pour les 200 000 victimes du maillot Danaï. 350 millions pour 200 000 victimes. En raison de 1750 francs par victime. Voilà ce que le gouvernement de Paul Biya donne aux populations de l'extrême nord lorsqu'elles sont affectées par les inondations. 1750 francs par victime. 1750 francs. Le prix de votre maison, le prix de votre champ, le prix de votre tête de bétail, le prix de l'éducation des enfants manqués, le prix de la dysenterie et du choléra qui résulte de ces inondations. 1750 francs. Paul Biya estime que son bétail électoral de l'extrême nord, qui lui donne 90-100% de votes à chaque élection présidentielle, ils se vantent, ils disent que c'est la fille aînée du renouveau. Donc chaque être humain affecté par une inondation dans ces régions-là a droit à 1750 francs CFA. Pendant ce temps, Brenda Biya achète un sac Hermès qui vaut 100 millions à sa copine brésilienne. Et ils vont nous dire que ces gens-là continuent de voter le RDPC. Que ces gens-là sont les enfants du renouveau. C'est ce que Paul Biya et sa bande veulent nous faire croire. Voilà l'état dans lequel les populations de ces régions se retrouvent après 43 ans de Paul Biya au pouvoir. Après 43 ans où les élites ont accompagné la politique de Paul Biya. Voilà donc les raisons pour lesquelles les populations de l'extrême nord, du nord et de la Damawa disent non à Paul Biya après 43 ans. Trop, c'est trop. Ces régions produisent du coton. Le coton qui n'est pas encadré, subventionné par l'État du Cameroun. Où en est-on avec la Sodecoton? Ces régions produisent du riz, du sorgho, du mil. Mais le Cameroun se retrouve en train d'importer du riz. Le riz est le premier produit importé au Cameroun alors que les régions septentrionales produisent du très bon riz. Pourquoi est-ce que le gouvernement de Paul Biya ne peut pas soutenir l'agriculture dans ces régions? L'agriculture qui est la première source d'emploi et de revenus des régions septentrionales. Nous importons du riz. La balance commerciale camerounaise est déficitaire parce que nous importons tout ce que nous consommons. Alors que le riz est du riz de très bonne qualité est produit dans ces régions. Pourquoi est-ce que le régime de Paul Biya ne veut pas donner des emplois aux nordistes? Pourquoi est-ce que le régime de Paul Biya ne veut pas développer des industries au nord? Pourquoi est-ce que le régime de Paul Biya voudrait que les nordistes continuent de dépendre de l'aide venant de l'Inde, alors qu'ils produisent du riz? Et je vais vous montrer comment le renouveau de Paul Biya tue l'industrie locale, l'agriculture, dans les zones du nord. Les images tournées par une caméra amateur présentent un amoncellement de sacs de riz dans les magasins de stockage de la Semerie, bassin de production de Maga et de Yagua. Normalement, dans la chaîne de production du riz, le produit devrait immédiatement passer l'épreuve du décortiquage. Une fois décortiqué, le riz passe l'étape de la commercialisation. Mais là, tout le problème. La demande est faible, c'est que la Semerie produit malheureusement cherche preneur. Résultat, le stockage s'est densifié sur place. Alors question, pourquoi les commerçants camerounais boudent-ils le riz camerounais en jetant leur dévolu sur le riz importé? Nous sommes allés à la rencontre de Bernard Djonga. Il est l'auteur de ces images qui ont défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a lancé la campagne pour la souveraineté alimentaire nationale il y a 9 ans. Le kilogramme de riz normal, riz blanc, à Yagua, c'est 300 francs le kilo. Le même riz de Yagua, rendu ici à Yaoundé, on a vu ça devant le ministère du Commerce, c'est 700 francs le kilo. À Yaoundé. Et ici à Yaoundé, le riz qui vient de Chine, c'est 400 francs. Du coup, le riz de la Chine importé est 2 fois moins cher que le riz qui vient de Yagua. Mais voilà la réalité. À Yaoundé, il faut user du renseignement pour trouver un point de vente du riz local. Entre Mobile Omnisport et Transformateur Rousseau, Françoise a ouvert un point de vente du riz 100% camerounais. Ce soir-là, son petit magasin est vide. Les nerfs à vif, c'est au téléphone qu'elle attend désespérément la prochaine livraison du Nord Cameroun. Au niveau de Garbaboulaye, quand la fonction met 3 à 4 jours pour allier l'extrême nord du Grand Sud, vous comprenez que normalement ça devrait jouer sur les coups. Mais bon, on essaye de rester dans la norme, quoi. Les clients rencontrés viennent pour la plupart par curiosité. J'ai discuté avec madame, on s'est entendu qu'on va bien essayer. On ne dit pas que le riz est payé. Bon, là j'ai pris 1 kilo. C'est un bateau Cameroun pour du riz. Donc j'ai essayé ça pour essayer de voir à quoi ça ressemble à la bouche. Il n'y a pas de discussion à faire. C'est l'un des meilleurs riz d'ailleurs dans le monde. Sur le terrain, le riz local est moins compétitif. Comment faire pour inverser la tendance? Il faut subventionner, il faut accompagner les producteurs au niveau de la formation, dans les bassins de production. Quand vous imaginez qu'en 2017, on a importé pour plus de 800 000 tonnes de riz. 150 milliards de francs pour importer le riz, mon cher ami. 150 milliards. Vous voyez ça? C'est énorme. Et en temps, les paysans souffrent.
Si l'État camerounais subventionne les producteurs, mais qu'en est-il des commerçants? Dieudonné et Soma proposent la mise sur pied d'un mécanisme qui ménage un marché local pour nos produits. L'État remet les bons d'achat des riz, par exemple aux populations pauvres, par exemple aux étudiants, par exemple aux militaires, par exemple aux fonctionnaires. Et ces bons d'achat ne sont valables que pour le riz local. Ce bon permet donc d'acheter ce riz local, et puis la SEMRI peut donc reconvertir une partie de ce bon d'achat en CFA. La SEMRI est engagée dans un vaste programme de relance. La société est présente dans 3 régions septentrionales. Yaoundé jusqu'ici ne dispose pas encore d'un moyen d'approvisionnement régulier. Donc voilà donc un gouvernement qui tue l'industrie du Cameroun. Paul Biya nous avait dit consommer camerounais. Consommons camerounais, nous produisons du pétrole et nous ne consommons pas le pétrole camerounais. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole, mais le pétrole consommé au Cameroun est importé. Qui va nous expliquer la logique de ce régime satanique? Qui va nous expliquer? Nous produisons du très bon riz. Au lieu de subventionner les agriculteurs, le président Paul Biya et tout son appareil gouvernemental préfèrent dépenser 150 milliards par an pour importer du riz. 150 milliards pour importer du riz. Pendant ce temps, les agriculteurs qui produisent du bon riz à Yagua, le riz pourri par terre, parce qu'il n'y a pas de route pour le transporter, parce qu'il n'y a pas de subvention, parce qu'il n'y a pas l'aide de l'État, parce qu'il n'y a pas une politique économique pour mettre en avant cette industrie-là, parce qu'il n'y a rien. Les Camerounais ne sont même pas au courant qu'on produit du riz dans leur pays. Les Camerounais ne savent même pas qu'on produit du riz, parce que le riz que vous allez trouver au marché, c'est le riz importé de la Chine. Voilà un gouvernement qui va demander donc aux populations de l'extrême nord, encore, extrême nord, d'aller voter RDPC, alors qu'ils ne font rien pour développer l'emploi au nord, à l'extrême nord et dans la Damawa. Les mêmes populations sont en proie à Boko Haram. Boko Haram qui fait des incursions tout le temps dans l'extrême nord, qui terrorise les populations, qui détruisent leurs biens, sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Les mêmes populations sont en proie aux inondations, au manque de routes, au manque d'hôpitaux, à la famine, au choléra. Ça n'émeut personne à Yaoundé. Ils nous disent que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais Yaoundé ne respire que parce que l'agriculteur de Yagua, de Maga, de Tokombéré plie les chines, se courbe, se tue à la tâche, sans rien avoir en retour. Yaoundé ne vit que parce que la maman de Maroua, de Mokolo, va creuser dans les puits de plus de 50 mètres de profondeur pour avoir une goutte d'eau. Ils refusent de dire ça au peuple. Voilà pourquoi l'élite du Nord s'est levée, les peuples du Nord se sont levés et ont dit à leurs politiciens, on ne veut plus. Vous avez vu, lorsqu'Ongongo est parti à l'extrême Nord, comment il a été chassé de là. Vous avez vu comment Tangandji est parti les supplier. Vous avez vu les maires RDPC du Nord, de l'extrême Nord, qui ont dit qu'ils ne veulent plus. Les maires RDPC disent qu'ils ne veulent plus. Leur population est en agonie, en souffrance. Donc lorsque Pélo Bouba Maïgari remet le tablier au gouvernement de M. Paul Biya, il ne le fait pas de sa pleine volonté, il le fait parce que la base en a marre. Il le fait parce que son peuple en a marre. Il le fait parce que ceux-là qui lui ont donné leur mandat en ont marre. Et il est rapidement suivi par Pélo Bouba Maïgari. Ces deux hommes sont porteurs d'un mandat qui leur a été donné par un peuple qui n'en peut plus. Un peuple qui souffre dans sa chair. Un peuple qui est fatigué des exactions. Motiver cette émission. Maintenant, qu'est-ce que nous devons en penser? Nous, en tant que combattants, pouvons-nous faire confiance à ces deux hommes qui ont pourtant accompagné la politique dévastatrice de Paul Biya pendant 30 ans? Pouvons-nous faire confiance à ces hommes qui nous disaient que Paul Biya est le meilleur choix alors que leur population croupissait dans la misère la plus absolue? Quelle est la conduite à tenir au vu du développement des événements actuels dans la politique de notre pays à 3 mois de l'élection présidentielle? Nous disons que toute prise de conscience est à saluer dans l'état actuel des choses. Parce que le Cameroun est à 2 doigts de l'implosion. Implosion économique, implosion sociale, implosion politique. Nous sommes à 2 doigts d'une implosion. Et si ces deux hommes ont répondu à l'appel de leur base, si ces deux hommes reconnaissent qu'ils se sont trompés, surtout si ces deux hommes font enfin ce mouvement parce qu'ils se rendent compte que M. Paul Biya n'est plus aux commandes. Parce qu'en gros, c'est ce qui ressort du discours de M. Issa Chiroma Bakari. Il en ressort que Paul Biya n'est plus aux commandes. Et c'est d'ailleurs le constat que nous avions fait depuis très longtemps. C'est le constat que nous avions fait.
Lorsque M. Paul Biya avait disparu à Genève pendant 40 jours, lorsque M. Paul Biya est incapable de tenir un conseil de ministres depuis plus de 11 ans, lorsque M. Paul Biya a des postes ministériels vacants depuis plus de 4 ans, 4 postes ministériels vacants, lorsque un ministre est nommé par intérim à travers un communiqué du secrétaire général à la présidence, cela ne fait plus l'ombre d'un doute que Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Pire encore, le RDPC est incapable de tenir un congrès afin d'investir un candidat. Quid des agitations de M. Ferdinand Gongo, qui semble vouloir sauver les meubles et donner l'impression d'un semblant d'organisation. Alors que nous savons tous, et même d'ailleurs à travers les voices de Mme Awa, qui est le clan qui dirige le gouvernement, que notre pays est dirigé comme une épicerie, où il faut être ami de Mme Chantal Biya ou de sa mère pour avoir un poste, où il y a des droits de cuissage, ainsi de suite. Nous savons que notre pays est en pleine dérive. Alors, au vu de tout cela, nous saluons donc la prise de conscience de ces deux hommes d'État des régions du Nord. Et nous leur disons que tant qu'ils respectent la volonté des peuples qui les ont mandatés, tant qu'ils mettent en avant l'intérêt des peuples qui les ont mandatés, ces peuples, comme nous l'avons vu, et comme ils le savent eux-mêmes, parce qu'ils sont de ces régions, parce qu'ils traversent ces régions, parce qu'ils entendent ce qui se passe, même s'ils refusent de voir, ils savent que le Nord, l'extrême Nord et la Damawa sont les régions les plus abandonnées de notre État. Alors, nous disons, nous accueillons avec beaucoup de bienséance leur nouvelle position. Toute force qui concourt au changement dans notre pays est la bienvenue. Le plus important étant de se débarrasser du régime RDPC de Paul Biya. Le plus important étant de balayer cet appareil qui étrangle notre peuple depuis 43 ans. Cette machine de fraude, de vol, de répression qui a son genou sur le cou de notre peuple depuis 43 ans. Nous leur disons, tant qu'ils œuvrent pour le bien-être des populations de notre pays, tant qu'ils œuvrent pour apporter un changement, le changement auquel aspirent aujourd'hui les peuples du Nord, alors ils seront les bienvenus dans l'équipe du changement. Ils seront les bienvenus. Parce qu'ils n'ont pas à convaincre un politicien, mais c'est le peuple qui doit convaincre. C'est le peuple qui doit convaincre. Ce peuple qui aujourd'hui n'en peut plus. C'est ce peuple-là qu'ils doivent convaincre. Et donc, nous leur rappelons en image le calvaire, la souffrance de ces pauvres Camerounais. Ces gens qui ont travaillé pendant des générations et qui n'ont même pas droit à l'eau à boire, qui n'ont même pas droit à l'électricité, qui n'ont même pas droit aux routes, aux hôpitaux, aux écoles, qui n'en ont pas eu droit pendant 43 ans. 43 ans, c'est trop. 43 ans, c'est extrêmement long. Ils n'ont rien fait pour apaiser les clivages communautaires qui existent à l'extrême nord entre les peuples arabes Choua et Mousgoum. Ces peuples qui sont d'un côté des bergers et d'autres des cultivateurs et qui s'entretuent chaque année à la même saison pour des points d'eau. Chaque année à la même saison, les peuples arabes Choua et Mousgoum s'entretuent pour des points d'eau. Qui pour leur bétail, qui pour leur agriculture. Nous disons non. Trop, c'est trop. Madame Chantal Biya n'a trouvé que les chapeaux en papier à donner aux mamans de Mokolo. Regardons ce que Madame Chantal Biya donne à des femmes de Mokolo le 8 mars. Bonjour Maman Chantal, nous vous remercions. Nous vous disons grand merci. Nous les femmes, ici au nord, à Mokolo. On ne savait pas que vous nous connaissez. Mais cette fois-ci, que Dieu vous donne une longue vie, une longue courage pour notre 8 mars que vous nous avez envoyé. Merci beaucoup pour le chapeau. On n'a jamais porté ça. Voilà maintenant le soleil. On peut rester sur le soleil pendant 2 jours.
Bonjour, madame Chantal. Chantal Biya, le 8 mars, donne des chapeaux en papier à des femmes de Mokolo. Et comme d'habitude, tout ce que le couple présidentiel fait, ce sont des dons. On se demande comment une femme qui est au chômage comme Chantal Biya, oui parce qu'elle est au chômage, elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est arrivée chez Paul Biya, et Paul Biya lui-même qui est un fonctionnaire, peuvent se permettre de faire des dons aux populations. Madame Chantal Biya, les femmes de Mokolo n'ont pas besoin de chapeaux en papier. Je vais vous montrer ce dont les femmes de Mokolo ont besoin. Le nourrisson entre les bras, assise à même le sol pour les unes, les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leur foyer respectif à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures et jusqu'à maintenant on n'a même pas eu d'eau. Regardez vous-même ici, regardez le bidon. Et nous sommes, souvent on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne de plus de 5000 âmes que compte Moufou Sud, une bataille générale pour se positionner dans une interminable file de récipients. Plus de 20 ans que cette situation dure. Donc des fois nous passons même toute la nuit. Les enfants sont abandonnés seuls, uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Allez. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont d'une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Pour avoir un seau d'eau, on a souvent 1 heure, 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, ce sont les autres quartiers qui viendront puiser. Face à cette affluence, d'autres habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on discute l'eau avec les détails. Il y a les pauvres, il y a les chèvres, les canards, les vaches. La qualité ici importe et bonjour les maladies hydriques. Et souvent dans notre centre aussi, les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout passées. Pour aller à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La tête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas nous lever tôt pour aller à l'école. Nous partons en retard toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, femmes et enfants qui ont le regard tourné en direction des pouvoirs publics n'ont qu'une seule doléance. Pouvoir eux aussi étancher leur soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise plus aiguë. Donc voilà les populations de l'extrême nord, qui est la première fille du renouveau. L'extrême nord où on nous dit que Paul Biya a toujours 100% de vote. Voilà ce que vivent les populations de l'extrême nord. Nous considérons l'eau comme acquise. Nous l'utilisons pour laver nos voitures, pour faire le ménage dans nos maisons, pour remplir nos piscines, et essentiellement pour boire. Regardez ça. Sans eau, nous mourons. Regardez ça. Dans la région du nord et de l'extrême nord du Cameroun, de nombreux villageois souffrent du manque d'eau. Certains admettent qu'ils n'ont jamais vu de l'eau couler d'un robinet. Dans la plupart des cas, la seule source d'eau est à environ 4 km plus du village. Des milliers de villageois, y compris les enfants de 7 à 9 ans, parcourent cette distance pour avoir de l'eau. Jour après jour, ils gravissent ces collines à pied, parfois à vélo ou sur des ânes, pour récupérer ce liquide si précieux, risquant grandement leur vie. Ils reviennent épuisés, avec une lourde charge d'eau. Et d'autres creusent le sable des rivières asséchées à la recherche d'eau. Cette eau est loin d'être potable et avec tous les risques des maladies d'origine hydrique. De nombreux parents ont perdu leurs enfants à cause de l'eau sale qu'ils doivent boire, malgré leur volonté. Certains parents n'ont jamais pu voir le corps de leurs enfants, parce qu'on leur annonce que leurs enfants sont noyés dans le puits qui s'est refermé sur les victimes. Les statistiques du Cameroun indiquent que 1020 personnes partagent un réservoir d'eau, quand la moyenne devrait être 250 à 300 habitants par point d'eau. Environ 65% de la population n'a pas accès à l'eau potable. En ce moment, les sources d'eau tarissent. Bientôt, aucune goutte d'eau ne sera disponible pour étancher la soif des enfants. Ce n'est que pendant la saison des pluies que la souffrance de la population s'arrête. Mais malheureusement, la saison sèche dure ici 8 à 9 mois l'an. Nous avons l'opportunité de sauver des milliers de vies. Avec seulement un petit effort, nous pouvons apporter des solutions dans la vie de ces personnes. Environ 2000 personnes bénéficieront des installations que nous construisons. Aidez-nous à construire des puits en faisant un don sur notre site web eaupourtous.org. Merci. Voilà quoi est réduit le Cameroun. Nous sommes devenus une zone sinistrée. Nous sommes devenus une zone sinistrée où les organisations internationales viennent creuser les puits. Et lorsque
lorsque le MRC offre des forages à Tangandji et le gouvernement du Cameroun viennent empêcher l'inauguration des forages pour des populations qui meurent. Les enfants meurent parce qu'ils cherchent de l'eau. Et le gouvernement de Yaoundé trouve qu'il est plus important d'empêcher au MRC de donner de l'eau aux populations que de laisser ces gens avoir de l'eau. À quel point est-ce que le gouvernement de Paul Biya est obsédé à réprimer le MRC? Je salue ici le vice-président Mamadou Mota, le régional extrême nord, Dr Boucher, et toute leur équipe pour tout le travail qu'ils abattent sur le terrain depuis 7 ans. Construire des salles de classe, offrir des tables bancs, construire des forages pour ces populations qui ont désespérément besoin d'eau. Rien que de l'eau, l'eau à boire, l'eau que nous prenons pour acquis, l'eau, rien que de l'eau, rien que de l'eau. D'ailleurs, l'année dernière, alors que l'inondation avait affecté l'extrême nord, le président Mamadou Mota a lancé une initiative pour venir en aide aux sinistrés. Lorsqu'il y a eu les affrontements entre Arab Choua et Mousgoum, le président Mamadou Mota a également organisé une initiative pour apporter de l'assistance aux réfugiés, aux personnes qui s'étaient échappées, aux rescapés de cette guerre. Et je pense que je l'avais accompagné dans cette initiative. Une initiative que nous avons menée ensemble. Nous avons levé à peu près 1,5 million de francs CFA que nous avons envoyé à l'extrême nord. Et vous voyez à quel point ces populations ont désespérément besoin d'aide, d'infrastructures, d'assistance. Et le gouvernement de Paul Biya leur refuse cela depuis 43 ans. Aidés et assistés en cela par les élites corrompues, les élites gourmandes, les élites qui ne pensent qu'à elles, au déprimant et aux grandes dames des populations qui souffrent le martyre, qui sont en agonie, qui n'ont rien, qui sont dépourvus de tout. Je vais vous montrer une école dans le Grand Nord, encore. Cette école-là, c'est... Voilà l'école. Dans la région du Nord, non loin de Djibouti, et dans le village qu'on appelle le Bourdonka. Comme vous voyez, c'est une école. C'est une école qui a été créée par les parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il fallait trouver un moyen pour l'éducation des enfants. Cette école-là a donc été créée, et elle a été construite pendant, je crois, 3 ans, c'est donc les renseignements, 4 ans, c'est donc les renseignements que j'ai reçus du village. Mais cette année, elle est restée fermée, blanche. Bon, je ne sais pas si elle est fermée ou elle est ouverte. Elle est ouverte de tous les côtés, mais fermée parce qu'il n'y a pas d'élèves et d'enseignants. En fait, dans cette école, il y avait un enseignant pour... On a parlé de 200 écoliers environ, avec 2 niveaux. Donc, nous avions la FUL et le CP. Et comme vous pouvez le constater, ça ce sont les pierres qui servent aux enfants de s'asseoir, comme vous pouvez le constater. D'autres pierres ont certainement disparu. Et puis, le tableau avait été quelque chose de fabriqué là, qui a disparu aussi justement parce que cette année, l'école n'a pas été opérationnelle. Nous constatons que vraiment nous souffrons dans la région du Nord, dans le Grand Nord en général. Et constatez, lorsque nous fréquentons dans des conditions pareilles, regardez même le toit, regardez tout ça. Voilà ce qui reste de la toiture. Et c'est un peu compliqué. Vraiment, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Pour le gouvernement, quand vous dites qu'il doit faire quelque chose, depuis 43 ans, ce gouvernement ne fait rien. Vous attendez encore quoi? Ce reportage date de 2 ans ou 3 ans. Et donc, effectivement, les populations ont fini par comprendre que le gouvernement ne fera rien, n'a jamais rien fait et ne fera jamais rien pour eux. C'est pour ça qu'ils ont décidé cette année que plus de Paul Biya. Et ils ont dit à Bello Bouba et à Issa Chiroma que s'ils soutiennent Paul Biya une seule fois, c'est fini pour eux. Ils l'ont dit. Je vais vous montrer. Alors, j'avais un reportage tout à l'heure où les populations du Nord et de l'extrême Nord disent qu'ils ne veulent plus de Paul Biya. Regardez ça. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir aux adhérents, membres de notre parti. Merci beaucoup. Morpa. Je suis bien content de vos discours. C'est ce qui nous plaît. Mais maintenant, honnêtement, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une rupture entre vous et le RDPC, entre Morpa et le RDPC? Puisque honnêtement, ça n'a pas de rupture entre vous et le RDPC. La séance ici là doit cesser d'être à partir de... Les populations demandent la rupture entre le leader et le RDPC. Est-ce que vous avez entendu? Merci beaucoup. Morpa. Je suis bien content de vos discours. C'est ce qui nous plaît. Mais maintenant, honnêtement, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une rupture entre vous et le RDPC, entre Morpa et le RDPC? Puisque honnêtement, ça n'a pas de rupture entre vous et le RDPC.
La séance ici-là doit cesser voilà. à partir de maintenant. Condition préalable pour tout leader d'aller parler au peuple au nord, c'est qu'il dise qu'il a rupture. C'est le peuple qui le dit. Il pose la condition désormais pour aller leur parler de dire qu'il y a rupture avec le RDPC. Voilà, les peuples du Nord ont fini par prendre conscience. Et nous appelons tous les fils du Nord à relayer ce message. Plus de RDPC au Nord et au Grand Nord. Vous avez trop souffert. Nous avons trop souffert. Le pays entier a trop souffert. Notre pays est à l'agonie. On n'en peut plus. 43 ans, c'est trop qu'ils partent. Ils n'ont qu'à partir. 43 ans, c'est trop. 43 ans de galère, de misère, de pauvreté. C'est de trop. École publique à Garoua. C'est bon, c'est bon. Bonjour, bienvenue à l'école publique de Borlé. Nous sommes dans l'arrondissement de Garoua, dans le département de la Benue. Nous sommes en plein cœur de la ville de Garoua. Quelle honte de ce régime. Le département de la Benue, c'est l'un des départements au nord qui a plus des ministres dans le gouvernement. Quelle honte, M. Chiroma Bakari, M. Sa Majesté, dans le ville de Garoua, M. Benoît Boumaïgari, dans votre ville. Venez avec moi, mon fils. Venez avec moi. Montrez à ce régime qui ne valent rien. Vas-y. Montez la classe. Non seulement la salle est bondée de monde, mais regardez dans quelles conditions nos enfants, nos propres enfants fréquentent. Les futurs dirigeants de ce pays. Quelle honte pour le régime Biya. Quelle honte pour les nordistes qui ne revendiquent pas. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous revendiquons pour l'amélioration des conditions de vie humaines. Le Grand Nord souffre. Regardez, vous imaginez dans la ville de Garoua, si une école est pareille, qu'en sera-t-il pour les villages? Montez mon fils. Allez vous l'asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, le maître arrive. Le maître arrive. Le maître arrive. Asseyez-vous. Donc voilà une école à Garoua et il a cité les élites. Et nous espérons que ces élites-là ont enfin pris conscience et ont décidé de se ranger du côté du peuple. Parce que trop, c'est trop. Ce peuple n'en peut plus. Ce peuple souffre. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Donc chaque fois que ces gens viendront nous dire encore 50 ans de Biya, rappelez-leur ces images. Chaque fois que ces gens viendront encore vous dire que non, après Biya c'est Biya, montrez-leur ces images. Ça fait 43 ans que ces pauvres gens donnent leur plébiscite, dit-on, à Paul Biya. 43 ans, année après année, dit-on. Et ils n'ont même pas d'eau, pas d'école, rien du tout. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Alors là, ça ne s'ouvre pas. Non, je vais le montrer plutôt ici. Nous considérons-le comme acquise. Voici une école à Maroua. Attention. À la tête du savoir, bien posés sur des parpaings, dans leur salle de classe, faite de paille. Un hangar. Ces élèves suivent attentivement les leçons dispensées par l'institutrice. L'état du cadre dans lequel ils se trouvent ne semble pas être une préoccupation pour eux. C'est à cela qu'ils sont habitués. Quelques piquets disposés, ça et là, des pailles tout autour, un tableau noir et le tour est joué, même s'ils ne sont pas les seuls occupants. Je suis venue à l'école pour parler en français et je suis contente. Je suis contente de venir à l'école. Faute d'établissement scolaire adapté, tous les enfants... Regardez où nos bébés vont à l'école. Regardez dans quelles conditions nos bébés vont à l'école. Et ces gens veulent qu'on les laisse faire ça. Encore 43 ans. La localité de Louguéo, quartier Sonnel, à Maroua, sont entassés dans cette salle de classe de fortune, encadrée par cette dame, sortie de l'Éniège de Maroua, qui joue à la fois le rôle de maîtresse et de directrice. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP.
je parcours une distance de 4 à 5 km comme ça. Et je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paye 15 000 francs par mois. Et c'est pas facile pour moi. Parce que la moto que je paye même ici, ça est plus de 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école. Parce qu'on est même exposé dans cette école. C'est grâce à l'effort conjugué des parents que ce hangar a été construit. Sans table-banc. Les élèves sont à la merci des reptiles. Les populations de Lugeo lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Et quand maintenant nous sommes en pleine saison de pluie, quand il commence à pleuvoir, l'école s'arrête automatiquement. Moi, c'est par hasard, j'ai mon champ à côté là. Et ces enfants sont exposés à tous les dangers. Les reptiles, de piqûres, de moustiques. Je demande aux citoyens camerounais et surtout même les gens qui se disent que nous sommes des citoyens, nous allons défendre ces pays pour le dialogue national. J'ai envie qu'ils insèrent que vraiment ces personnes-là qu'ils viennent voir, on ne mérite pas ça. Ce n'est pas en 2020 ou bien 2019 qu'on va retourner par derrière de trouver nos enfants dans ces situations comme ça. À côté de ce problème criard lié à l'éducation, les habitants de Lugeo n'ont pas de centre de santé. Ils souffrent aussi de manque d'eau et d'énergie électrique. Donc voilà la réalité que vivent les peuples de l'extrême nord, du nord, de la Damawa. C'est des choses dont on n'en parle pas assez, mais qui sont les réalités quotidiennes. Oui, vous êtes choqués, je vois des gens qui pleurent. C'est normal de pleurer, c'est normal d'être choqué. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2025, on vive encore des scènes pareilles dans notre pays. Un pays qui produit du pétrole, un pays qui produit du bois, un pays qui a du manganèse, un pays qui a de la bauxite, un pays qui a de l'or, qui a du diamant, qui a toutes les ressources minières et minérales. Que nous subissions encore ça. Un pays qui a le potentiel hydroélectrique, l'un des plus élevés en Afrique. Qui est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'électricité. Incroyable. Et le dernier que je vais vous montrer, donc, qui est à la lisière de la Damawa et de l'Est. Vous allez voir comment les populations vivent dans le plus profond de nos pays. Et dire que M. Paul Biya, en 2018, est parti faire 7 minutes, je dis bien 7 minutes de campagne. 7 minutes de campagne. Dans ces zones-là, pour nous dire que ces gens, avec tous ces problèmes, l'ont voté après 7 minutes de campagne. C'est un scandale. Je dis bien, c'est scandaleux. Et en 2025, cela ne doit plus se reproduire. Nous disons, 2025, si les urnes du FDPC nous disent encore que le FDPC a obtenu même 50% dans ces zones, peuple du Nord, prenez vos responsabilités. Beno Bouba Maïgari, Issa Tiroma, prenez vos responsabilités. C'est incroyable. C'est incroyable. En route pour Mansoulé, situé à environ 80 km de Gambé-Tikar, nous marquons un arrêt à Oué, un village peuplé essentiellement de Tikar. Nous sommes frappés par la décrépitude de ce qui sert de centre de santé ici. Vous voyez, c'est petit, nous sommes en location. C'est une voisine, là, une mère du village qui nous a donné la maison en location. C'est presque ténèbres. Parce qu'il y a les campés de la comme du chef que vous voyez derrière nous, sont refaits à Ngambé, où c'est un peu plus grand, soit on envoie à Bantim dans la Damawa. C'est pourtant une localité menacée par plusieurs maladies, dont certaines nécessitent une prise en charge plus appropriée. Hélas. Par jour, on peut dire qu'on reçoit en moyenne 4-5 malades. Par du paludisme, on dépiste le VIH, mais quand on ne fait pas, c'est parce qu'on envoie il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, plusieurs maladies. Quoi. Les maladies, comme on dit souvent, les maladies des zones rurales. Au moins Oué dispose d'une case de santé, bien que mal lotie. Le village Mansoulé, un des hameaux du canton de Nton, n'y rêve même pas encore. Il n'y a pas de centre de santé. On se débrouille seulement comme ça. Les femmes accouchent simplement comme ça. C'est comme si elles doivent mourir. C'est Dieu qui nous aide ici là. C'est les aides soignants qui vendent les comprimés en brousse. Ce sont eux qui nous aident ici là. Donc on n'a pas de l'hôpital ici là. Un village vraiment que nous sommes en pleine brousse que vous avez vu. Je suis même malade. Vous voyez comme je suis maigre. Je parle souvent à Bankim pour me péter et les vendeurs de petits comprimés qui sont ici qui me donnent un peu de courage. Nous rencontrons cette dame qui est passée par une de ces dures épreuves pour mettre au monde son dernier enfant. Quand une femme veut accoucher et porter seulement les grossesses ici là comme ça là. Mais même les visites, on ne parte pas ici. Parce que quand tu vois l'état de la route, tu ne peux pas aller faire les visites et rentrer. Parce que ce n'est pas facile. Quand peut-être c'est au cas de l'accouchement, donc on accouche seulement malgré donc par la grâce de Dieu. L'accès à l'éducation est une autre paire de manches. Il y a une école ici, mais ce qui nous manque, nous n'avons pas les maîtres. On peut avoir vraiment plusieurs enfants, plus de 300 ici. Voici l'école publique de Mansoulé, fermée depuis 2 ans, pour défaut d'enseignants. Et rien ne laisse penser que les cloches sonneront ici le 13 septembre, jour de rentrée scolaire, dans la République. Et comme si cela ne suffisait pas, Mansoulé n'a jamais vu couler une goutte d'eau potable, ni bénéficier du service public de l'électricité. Ici, chacun se débrouille comme il peut, selon ses moyens. Il n'y a pas un puits d'eau ici. On n'a jamais fait un forage ici là. Même ni les exploitants, ni le gouvernement, ni la mairie. En saison sèche, les enfants tombent malades à cause de ces coups d'eau qu'on voit ici en bas. On n'a pas la lumière, bon, nous avons les
Quoi, l'énergie solaire, c'est quoi? Vous avez quoi, vous fonctionnez avec Les petits groupes là, c'est ça qu'on fonctionne aussi ici avec. Bon, on demande à 18h, on n'arrête pas comme à 1h, 2h. Vivre à Mansoulé, c'est être coupé du reste du Cameroun et du monde. Aucun opérateur de téléphonie mobile n'a pu doter la localité d'un réseau de communication. Si au moins il y avait le réseau, peut-être on pouvait aussi connaître vite que... Ah non, il n'y a pas de réseau ici? Il n'y a pas de réseau ici. Quand vous laissez vous couper? Oui, on est comme ça là. Vous ne pouvez pas appeler? On ne peut pas appeler ici là, s'il y a un problème, on ne peut pas appeler. Vous avez un monde à part? Oui, on n'a pas. Quand tu entres ici là, peut-être si tu fais au moins un mois ici là, on peut un peu connaître que où tu vis, ou peut-être tu ne vis pas, puisqu'il n'y a pas de réseau. À Mansoulé, la vie coûte cher. L'essentiel des articles est vendu au double du prix, pratiqué ailleurs. Si on prend un produit en Gambie, les produits manufacturés par exemple, en Gambie ça peut coûter 100 francs. Ici c'est le double, on le revend ici à 200. Prenons l'exemple de la bière. Une bouteille de bière ici c'est 1000 francs. Le bâtiment d'école que vous venez de voir, le coût du sac de ciment, afin que ça n'arrive ici, un sac de ciment revenait à 11 500 francs. Les feuilles de toile que vous voyez ici, les feuilles qu'on vend à 2 500 là. Ici là c'est 3 000, 4 500. La principale cause de cette inflation est le mauvais état de la route qui complique le transport des marchandises. Donc, Gambé Mansoulé, fonction de 110 km, il n'y a pas de pont. La route, c'est trop de tracasserie. C'est les exploitants qui viennent ici nous aider avec les ponts. Bon, ils ne font pas les ponts qui doivent durer. Ils font le pont une seule année, le pont casse. Vous-même, vous avez passé là-bas, vous avez vu comment le pont est. On est en pleine brousse. Une difficulté confirmée par ce commerçant dont nous croisons le chemin en pleine activité. Et la route ici, c'est un calvaire. La route est coupée presque partout ici. Partout. Pour venir ici, il faut pas dormir parfois en route. Parce que j'emprunte la moto. Toute là, je passe par le coup. Ça va m'arriver ici. Mais la voiture ne peut pas passer. Il n'y a pas. La voiture ne peut pas. C'est une piste. Pour arriver ici, tu te renverses même 4 fois sur la moto. Un sou, c'est passé pour la moto 15 000 parfois. Une journée pour travailler. Et là, il faut vendre la marchandise chère. Il faut que les dirigeants de ce pays descendent à Mansoulé pour toucher la réalité au bout du bois. On dirait que nous sommes pas au Cameroun. Devant autant de difficultés, ce peuple en arrive à perdre son latin. Le village de Mansoulé est riche en ressources naturelles et notamment forestières. Une exploitation parfois illégale qui ne profite pas au développement de ce village. À Mansoulé, où nous sommes, il manque de tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'accès à l'école, encore moins aux soins de santé. On se croirait ailleurs. Pourtant, nous sommes bel et bien au Cameroun, dans le département du Ban-Ekim, arrondissement de Gambé-Tika. Élisée Bomba, Marcelin Ganson, Equinox Télévision. Donc voilà les réalités de notre cher et beau pays. Paul Biya et sa bande en ont pris, se sont accaparés des richesses et sont en train de les exploiter de façon éhontée aux grandes dames des populations, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont abandonnées à elles-mêmes, sans rien, sans eau, sans électricité, sans route, sans hôpitaux, sans internet, sans rien du tout. Sans rien du tout. Et ce depuis 43 ans. Nous disons, trop c'est trop. Il nous reste 3 mois avant l'élection. Les gars, il nous reste 3 mois avant l'élection. Et je dis, découpez cette partie, partagez-la dans tous les forats. Nous avons lutté corps et âme pendant 7 ans. Ce n'est pas à 3 mois de l'élection que nous allons baisser les bras. L'heure est arrivée pour nous de redoubler d'efforts, de sensibiliser toute nos populations, de dire aux Camerounais que si le RDPC essaye un coup d'État, triche les élections, élimine une candidature, que le peuple prenne ses responsabilités. Et nous en appelons aux leaders politiques du septentrion de se ranger enfin du côté du peuple meurtri. Et tous ensemble, chassons ces mécréants en octobre. Le corps électoral sera convoqué dans quelques jours. Et une fois que le corps électoral est convoqué, nous pouvons lancer les hostilités. Le peuple sera souverain. Accompagnons ce peuple, encadrons-le, responsabilisons-le, afin qu'il prenne ce qui lui revient de droit. On ne peut pas souffrir autant pendant 43 ans, alors que nous sommes un pays riche. Riche, un pays que Dieu a doté de toutes les richesses. Chers combattants, chers Amazon, l'heure est venue de redoubler d'efforts. Jetons notre dernière énergie dans la dernière bataille. Et chassons ces mécréants. Chassons-les. Ils sont déjà au bout du rouleau. Il nous reste un seul dernier effort à fournir pour les chasser. Chassons-les. Chassons Paul Biya, chassons Gongo, chassons Chantal Biya, chassons tous ces mécréants. Débarrassons-nous de ces régimes sataniques, de ces régimes cruels. Débarrassons-nous de ces gens. Il nous reste 3 mois, les gars. 3 mois, les gars. 3 mois. Nous tenons le bon bout. 3 mois de lutte, les gars. Nous avons fait 7 ans de lutte. Il nous reste 3 mois. 3 mois de lutte, les gars. Mettons nos tripes pour chasser ces mécréants. Nous avons eu un exemple à Douala. Douala doit se répéter dans toute l'étendue du triangle national. On doit les chasser. Et nous en appelons, pour terminer, aux forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, aux FMO, policiers, gendarmes, armés. Les souffrances du peuple sont les vôtres. Vous faites partie du peuple. Vos femmes accouchent dans ces hôpitaux.
Vos parents meurent sur ces routes. Vous-même, vous laissez votre vie au front à Kolo Fata, à Batibo, à Manfé, à Kumba, à Bamenda, à Limbe. Vous n'avez aucune reconnaissance. Ces gens ne vous considèrent pas. Ils vous ont envoyé le 8 juillet. Ils vous ont envoyé le 8 juin aller violenter les Camerounais qui ne voulaient qu'accueillir Maurice Kamto. Ils vous ont laissé sous le soleil pendant des heures. Beaucoup d'entre vous ont fait des malaises. C'est cette même population qui achetait de l'eau pour vous donner, pour vous hydrater. Pour vous dire que tout le monde souffre, même les niais souffrent. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Vous ne vivez pas dans Mars, ni dans Jupiter. Vous vivez sur le même terre au Cameroun, les gars. Tout ce qu'on vous demande, protégez le peuple lorsqu'il va se lever. Parce que ce peuple va se lever. Il va se lever parce que ces mécréants ne veulent pas partir. Et quand ce peuple va se lever, accompagnez-les pour votre propre bonheur. Accompagnez-les pour que vous-même, vos conditions de travail et de vie changent. Accompagnez-les pour que vous n'ayez plus à braquer au quartier alors que vous êtes des militaires. Accompagnez-les pour que vous soyez respectés. Pour qu'on ne vous appelle plus pauvre inspecteur parce que des gens volent dans les bureaux. Pour qu'on ne vous appelle plus pauvre gardien de la paix parce que vos supérieurs volent dans les bureaux. Accompagnez ce peuple. Vous avez suivi l'appel d'Ibrahim Traoré, le président IB, à l'armée togolaise. La même adresse va être faite à l'armée camerounaise par le président IB, à qui Maurice Kamto a apporté son soutien. Notre heure a sonné. Il est l'heure, les gars. Il est l'heure de se libérer. Nous avons tout donné dans cette bataille. Et je dis tout. Nous avons versé les tripes pendant 7 ans. Il reste 3 mois, les gars. 3 mois. Redoublons d'efforts. Parce que seul le résultat de notre effort va chasser ces gens. Bravo au peuple du Nord qui ont compris, enfin, que Paul Biya ne leur donnera plus jamais rien. Bravo à ces leaders qui se sont enfin levés et qui ont compris qu'ils doivent servir le peuple. Ensemble, nous pourrons. Power to the people. Power to the people. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde